Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo consacrée à mon humble parcours musical et chaotique. Je précise d'entrée de jeu que, c'est pour ça que j'ai mis le perfecto évidemment, je précise d'entrée de jeu que ça va pas être une vidéo sur auto-analyse de chacun de mes albums, le truc comme ça serait, je pense, assez relou. Donc non, ça va vraiment être une vidéo axée sur la réponse à des questions que je reçois vraiment très régulièrement sur comment t'es-tu lancé dans la musique, quelles sont les rencontres que tu as pu faire et qui ont été importantes, comment vois-tu ton parcours musical, des choses de ce style. Comme ça, ce sera fait. Je vais commencer d'ailleurs par répondre à une question que je reçois aussi très souvent, qui est de quel instrument joues-tu? Alors adolescent, j'avais deux guitares. J'étais tellement fou de musique en fait, donc je passais ma vie, je me rappelle aux plus jeunes qui n'avaient pas internet, je passais ma vie à écouter des albums de musique et voilà tout mon temps libre, mais vraiment c'était incroyable. C'est comme il y a ceux qui disent voilà je regardais des films tout le temps, alors moi je regardais souvent des films, mais ce que je faisais réellement tout le temps, c'était mettre des disques. Donc la musique c'était énorme, énorme, énorme. Et j'ai eu une petite lubie vers, je sais pas, 16 ans, comme ça, où j'ai voulu apprendre la guitare parce que je me disais j'aimerais bien composer des trucs. Voilà, c'était vraiment juste pour moi, hein, enfin ou faire écouter à quelques potes éventuellement. J'ai donc pris des cours de guitare. Enfin, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Je suis tombé sur un prof très ah comment dire, qui avait ses goûts. En fait, c'est horrible en fait. J'avais un prof qui était fan de trucs genre pas Pierre Bachelet, Francis Cabrel, putain, vraiment des trucs que je trouvais ignobles quoi. Vu que c'était lui le prof, il imposait évidemment les mélodies que j'allais travailler pour apprendre à faire des accords, tout ça. En fait, c'est un prof qui m'a jamais dit qu'est-ce que toi tu aimes bien, des trucs, enfin bon, des sensibilités, des choses comme ça. Donc parallèlement à l'apprentissage du solfège et des tablatures aussi, enfin les deux, j'avais du boulot à faire à la maison quoi. Je crois que j'avais une séance par semaine, un truc comme ça. Enfin très vite c'était devenu une corvée. Donc j'arrivais, j'avais pas fait mes devoirs et bon j'ai décroché super vite parce que le mec m'est carrément devenu antipathique. Et d'ailleurs, enfin, c'est drôle parce que quand il a su que moi à terme je voulais jouer de la guitare électrique, vraiment il était hyper condescendant, enfin, de la guitare électrique. Donc j'ai laissé tomber et j'ai composé des chansons sur ma guitare sèche qui sonnaient pas comme du Brassens, hein, je rassure quand même, mais enfin, ou pas. Mais j'en étais assez content. Je composais des trucs en anglais, je crois. Et je m'enregistrais sur, j'avais un petit magnétophone à cassette, vraiment, vraiment pourrave, mais qui enregistrait, voilà, tout. Et donc, je le déclenchais et je me lançais dans l'interprétation de ma chanson avec des accords assez binaires, on va pas se mentir, mais enfin, je finissais par trouver des lignes mélodiques que je trouvais assez cool, etc. Et donc, j'ai des cassettes, mais je sais plus trop où elles ont disparu parce que je suis pas tombé dessus depuis 1000 ans, quoi. Mais il y a eu des cassettes de fête avec, je sais pas, au moins une vingtaine de chansons comme ça. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai vendu des trucs que j'avais pour pouvoir m'acheter une guitare électrique d'occasion. Là, bizarrement, alors que ça aurait dû être le début de l'éclate, je précise que à aucun moment j'étais bon. Une déposition qui a son importance. C'est-à-dire que j'arrivais à faire des trucs en basique. J'avais l'oreille par contre, c'est-à-dire qu'en fait j'écoutais des chansons que j'adorais, de Cure par exemple, je me souviens de certains trucs où il y a des accords très simples, et en cherchant en fait, j'arrivais à les reproduire, et du coup voilà, c'était gratifiant, voilà. Mais je faisais comme ça quoi. Et puis quand donc avec les guitares électriques, j'ai continué un tout petit peu, mais bizarrement, donc, ça m'a lassé, en fait. Enfin, c'est-à-dire que je me suis dit, mais je suis nul. Je sentais que j'étais pas bon, quoi. Par ailleurs, j'étais seul. Dans ce trip-là, j'étais seul. Donc, je me disais, je vais aller où? Enfin, avec juste des morceaux, c'est limite, des morceaux avec guitare sèche, ça se tient. C'est un genre. C'est un genre que j'aimais pas. C'est un genre. Donc, la guitare électrique, quand bien même je faisais une chanson en entier, on écoutait, on disait, mais où est le batteur? Mais il manque une ligne de basse là où enfin, c'est un peu pauvre, enfin un peu bizarre même. Donc voilà, donc j'ai abandonné. D'autant que à cette période-là, j'écrivais énormément
et qu'il y a aussi eu ce phénomène qu'à un moment je me suis dit j'avais besoin de créer, ça c'est sûr, mais je me suis dit est-ce que ce qui était le plus bénéfique en fait, voilà, d'un point de vue personnel, c'est l'écriture ou c'est voilà les heures passées à te péter les doigts sur tes guitares. Et je me suis dit non, mais en fait c'est non, voilà. Donc je me suis débarrassé de mes guitares et je me suis mis vraiment à fond dans l'écriture et je regrette pas du tout, enfin pour clore là-dessus. Mais donc voilà. Donc quand on me demande est-ce que tu sais jouer un instrument, la réponse la plus honnête c'est non. D'ailleurs, mais je vais y revenir. Quand j'ai commencé à composer des morceaux vraiment dignes de ce nom, j'aimais bien préciser que je ne suis pas musicien, je fais de la musique. Pas tout à fait pareil. Ou alors parfois je disais je joue de l'ordinateur. Donc les années sont passées, j'ai plus jamais composé quoi que ce soit, voilà. Et en 1999, ouais, c'est en 1999, donc j'entre chez McCann. Donc ceux qui ont vu ma vidéo sur la publicité verront à quelle période c'est et tout ce qui m'est arrivé là-bas. J'entre chez McCann et entre des charrettes où on bossait le week-end, où on bossait des nuits entières, sans rentrer chez nous, on avait évidemment, enfin en tout cas en section créa, on avait des temps morts, quoi. Enfin des moments où on se faisait juste yesh, il y avait rien à foutre, quoi. Et on attendait les briefs, enfin bon. Donc chacun s'occupait un peu voilà à sa façon. C'est un plus trop de ce que je fais. Ah oui, si, j'avais j'avais un fanzine, le fanzine dont je vous ai parlé d'ailleurs. Où je parlais beaucoup de Danny Schness et Marilyn Manson à cette époque-là. J'avais un pote, le pote avec lequel j'ai défoncé un mur de couloir avec des fléchettes là, enfin pour ceux qui ont vu la vidéo, qui vient me voir à un moment et me prête un CD-ROM de création musicale. Donc un CD-ROM on est en 99, ça s'appelait Prodigy Deluxe. Voilà, je me souviens très très bien. Un truc qui devait se vendre dans les Fnac à, je sais pas, l'équivalent de 10 euros aujourd'hui, enfin ou 15 euros. Tout était réuni, tu avais une banque de sons, tu pouvais mettre autant de pistes que tu voulais. Enfin, tu pouvais réellement créer des morceaux voilà, de A à Z, enfin avec ce logiciel qui était finalement absolument génial. Pour l'époque en tout cas. Il me passe ce truc en disant c'est génial, je m'éclate à faire des sons pour rigoler, etc. Tu devrais essayer, machin. Donc moi au début j'ai eu bof, et puis j'installe quand même le logiciel, je branche un casque, évidemment. On est quand même dans une agence de pub, il y a des gens qui bossent. Et je commence à bidouiller des mélodies, du coup, parce que moi c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est la recherche de lignes mélodiques, plus que comment dire la qualité d'une production, des choses comme ça. Je précise ça parce que ça va me jouer des tours un peu plus tard. Donc je commence à composer des instrus, je me prête au jeu quoi. Je me souviens qu'à la fin de la première journée, un moment il passe me voir, on discute, je sais plus quoi, et je lui dis putain, je suis sur deux instrus, c'est trop génial ce truc, mais en marrant quoi. Enfin je fais ça comme un con quoi. Mais je suis assez étonné en fait de voir que mon esprit a accouché de ces deux trucs quoi, finalement assez vite. Donc voilà, et au fil des jours, je vais continuer à composer, en partie chez moi, c'est-à-dire que je vais rapporter le CD-ROM chez moi, je vais installer le logiciel sur mon PC que j'avais à la maison. Et du coup, là, je vais passer aussi des nuits, enfin, je vais commencer à bosser des instrus. Je précise que c'est une période où j'écoutais moi-même des instrus, pas mal d'électro française. Il y avait Lifelike à l'époque, que plus tard, je vais en reparler d'ailleurs, parce que plus tard, il va me remixer. J'écoutais Lifelike, j'écoutais Daft Punk, bien sûr, Alan Brex, que j'aimais beaucoup, et quelques autres. Voilà, j'ai pas forcément tous les noms, mais il y avait pas mal d'artistes. C'est assez vivant à l'époque, enfin en 99, 2000. Donc voilà, et je me prends au jeu de ces trucs-là. Et je peaufine, allez, au bout d'un moment, je finis par avoir une dizaine de morceaux quand même. Donc c'est que des instrumentaux, je précise. Parfois avec des effets de voix ici et là, mais voilà que j'ai trouvé sur le net et que j'ai bidouillé. Enfin, c'est vraiment des trucs d'ambiance hein, quand même. J'ai ça et j'en suis assez content, mais content, c'est pas sérieux. Hein, voilà, je suis content parce que ça me fait marrer quoi. Donc je fais écouter à cet ami de chez McCann. Je lui dis regarde j'ai fait ça. Mais genre vraiment, genre un petit con, quoi. Et il me dit, t'as fait 10 titres en genre une semaine, ou je sais pas, enfin 15 jours. Et je dis, oui, enfin bon, c'est très minimaliste, enfin, c'est, voilà. Mais c'est un instru, quoi. Il écoute ça, et le lendemain, il me dit, mec, t'as un don.
Je le cite, mais bon, évidemment pas. Faut pas. Enfin, même moi, je pas pris ça au sérieux, quoi. Mais il me dit, t'as un don pour chier des mélodies, quoi. C'est complètement dingue, quoi. Et il me demande si il peut faire écouter ce truc-là à une copine qu'il connaît et qui est dans le milieu de la musique électronique française. Je vais pas citer son nom parce qu'on sait pas forcément qu'il était en très bons termes, mais j'ai pas de rancœur particulière. Donc je vais l'appeler par voilà l'initiale de son prénom et il me prévient par contre, il me dit tu comprends elle est de la famille de Intel et là il me cite un artiste très connu à l'époque de musique électronique française que j'écoutais d'ailleurs. Elle-même, elle fait en fait des remixes, des trucs comme ça. Elle compose pas vraiment, mais moi je connaissais pas. Et elle est DJ, donc voilà, elle tournait dans les clubs et tout. Et donc elle reçoit beaucoup de demandes de trucs d'écoute, de merde, enfin dans tous les sens. Donc il me dit moi je vais lui passer ton truc, mais je vais lui demander d'écouter parce que moi je trouve ça génial quoi. Mais je te préviens, elle va pas écouter avant un mois ou deux. Enfin et puis ça se trouve elle cliquera pas, donc il se passera rien. Enfin elle me dira que c'est pas qu'elle aime pas. Enfin donc te vexe pas quoi. Et je lui dis non les mecs, je vais pas me vexer. Même pas. Je lui dis mais moi je fais ça, c'est juste pour rigoler quoi, c'est pour le plaisir du truc perso quoi. En plus j'ai aucune, alors non seulement j'ai aucune pression puisque j'ai aucune ambition, m'en fous en fait. Je lui dis vraiment très sincèrement, il y a des fois où il y a des trucs que je veux pas m'en foutre et je le dirais, mais là je m'en fichais complet quoi. Je lui ai même dit mais pourquoi tu lui fiches ça en fait du coup puisque tu me dis elle est abreuvée de demandes de trucs, de démos à écouter, voilà que les gens lui donnent. Pourquoi tu en rajoutes un sur la pile et tout. Et à chaque fois, il me répondait, mais non, mais c'est parce que moi, je trouve que c'est génial. Donc, comme c'est une pote, bah, je lui fais écouter, c'est normal. Ok. Et donc, quelques jours plus tard, il me dit, je la vois ce soir, on prend un verre, machin, donc je vais lui donner il avait copié un CD-ROM où j'avais mis mes instrus. Il y avait, je sais pas, une quinzaine à l'époque. Je vais lui donner ce soir, et puis voilà. Donc, moi, ok, tu veux que je te dise? Je me dis, bon, de toute façon, voilà, dans 3 mois, elle répondra que c'est pas bon et on se dira, bah, évidemment que c'est pas bon. Voilà. Et je rentre chez moi. Alors, je précise qu'à cette période-là, je vis seul. Donc, je rentre chez moi peinard, bah, je passe ma soirée, je mate un film, je discute avec les potes sur Internet et je m'endors. Le téléphone sonne vers 2h30 du matin ou un truc comme ça et je connais pas le numéro. Je me dis, putain, c'est qui m'appelle Donc, je me dis, ou c'est une erreur, ou il y a un drame, mais comme je reconnais pas le numéro, oui, je précise que, enfin, mais si vous me connaissez un petit peu depuis le temps, vous aurez compris. Enfin, vous ne serez pas surpris en tout cas. Voilà, j'ai un côté vraiment j'aime pas parler au téléphone, j'aime pas parler des inconnus. Enfin, ça c'est voilà, depuis YouTube, ça a énormément évolué. Je me suis vraiment pas mal soigné, mais voilà un petit côté misanthrope modéré, on va dire. Donc de toute façon, il est hors de question que je décroche. Et un message est laissé et le message, il est de D, donc cette nana en fait qui me dit ouais je t'appelle tard mais moi je dors pas machin enfin genre jamais ou je sais pas quoi. Je viens d'écouter ton truc que m'a filé mon pote, il faut qu'on se voit, il y a des trucs fabuleux dessus, le son est atroce, enfin le mix est atroce parce que tu sais pas faire hein, clairement, donc la prod est ignoble mais t'as des mélodies de dingue, enfin c'est incroyable, enfin elle revient pas du tout, elle me dit il faut absolument qu'on se voit et tout parce que moi je peux t'aider. Donc waouh, ah bon, ok, je suis hyper surpris. Donc le lendemain matin, il dit à mon pote que bah, sa copine m'a laissé un message au milieu de la nuit et il est sur le cul quoi. Il me dit c'est hallucinant. En fait il me dit il espérait un peu de ce genre, mais il est quand même un peu étonné. Et donc il me dit bah faut absolument que tu ailles la voir. Ça se trouve tu vas te lancer dans la musique électro mec, c'est incroyable. Enfin il se marre aussi, enfin on se marre. Mais lui il est assez sérieux parce qu'il me dit elle a des réseaux, enfin voilà. Ouais, prends donc rendez-vous. Enfin je rappelle dès qui me dit bah passe à la maison. Voilà, elle habitait en plein cœur des Halles, enfin même dans le quartier du Forum des Halles, près de la Fontaine, je me souviens. Et voilà un appart d'ailleurs voilà qui était en fait un ménagé comme un studio d'enregistrement puisque c'était sa passion, son métier aussi et du coup elle faisait ça tout le temps. Je me souviens aussi qu'on a parlé de Kiss parce qu'elle avait une VHS de Kiss et ça m'a fait marrer parce que sa culture était quand même très bah, la musique électronique, c'est sa passion, mais donc voilà, pas que. Enfin, elle adorait Kiss. Donc on discute un tout petit peu dans mon parcours. Je lui explique que moi, la musique, à part à écouter, ou ça c'est vraiment toute ma vie en tant que musicien, rien, puisque j'ai un peu essayé la guitare, mais je suis nul et j'ai pas insisté. Et que là, voilà, c'est juste, ça fait 15 jours que j'ai un logiciel rigolo et que bref.
Et donc elle me dit, donc elle m'explique un peu qui elle est déjà, un peu mieux, parce que moi voilà, je la connais pas. Or dans le milieu, elle est un peu connue. Bah, c'est pas une vedette, mais elle est connue en fait des gens qui sont dans le milieu. Et puis surtout elle me dit, voilà, moi je suis de la famille d'un tel, mais c'est bon ça l'autre m'avait prévenu, qui avait un label. Donc c'est un artiste français qui avait créé aussi un label en plus de ses sorties à lui, avec certains même des compiles, enfin avec d'autres artistes, enfin tout ça. Et d'ailleurs je précise, c'est un label que je peux pas citer parce que sinon on va voir de qui je parle, mais c'est un label ultra connu dans le milieu de la scène électro française de ces années-là, quoi. Et il y en a pas beaucoup, hein, des vraiment gros, très populaires. Donc elle m'explique que elle est nulle en compo. Et elle me fait écouter des trucs à elle et je suis obligé d'avouer que je trouve ça chiant, enfin il y a rien en fait. Enfin, ça, par contre la prod est ouf, le son c'est dingue et tout. Elle me dit, moi, en fait, j'ai réalisé que je suis plus une technicienne qu'une artiste. Enfin, voilà, j'ai pas d'idée de musique. Par contre, quand on me donne un morceau, je trouve que je suis super doué pour le réarranger ou le remixer ou modifier la prod, le mixage et tout comme ça. En effet, enfin, clairement, elle est super douée parce qu'elle a fait plein de trucs, elle a bossé sur plein de trucs. Et elle avait même sorti sur le label de l'autre quelques morceaux, mais bon, qui avait rien, enfin, il s'était rien passé, quoi. Donc elle me dit, moi, je te propose qu'on collabore et que toi, tu composes. Moi, je t'apprends un petit peu quand même à un peu mieux faire tes réglages de mixage et tout, parce que c'est vraiment. Elle me dit, tu mets tes pistes beaucoup trop en avant, d'autres pas du tout, enfin beaucoup trop en arrière, tu équilibres mal, enfin voilà, bah oui, moi je dis, bah oui, mais j'en sais rien, enfin, j'y connais rien. Et en plus, j'ai un côté un peu punk, en fait, je m'en fous un peu, et là, j'ai tort, hein, je le sais. C'est-à-dire que, une fois que je trouve que le morceau, il est chouette, bah, je l'écoute et je suis content de ma mélodie, enfin, de mes lignes mélodiques, de mon ambiance, tout ça, de mon instru, quoi. Mais si je mets son très fort, oui, c'est sûr que ça commence à grésiller, enfin, pas grésiller, mais c'est étouffé, c'est crade, enfin, bon, c'est pas du tout comparable à quand tu mets un CD ou un vinyle pro, quoi. Ça, je l'entends bien. Mais elle me dit, voilà, si t'es prêt à t'investir un peu plus sérieusement, je suis partante, etc., etc. Donc je dis, ouais, bien sûr, même si il y a un truc qui me plaît pas trop chez elle, c'est qu'elle me fout la pression de ouf quand même. Ah, mais c'est parce que c'est pas méchant, hein. Elle est motivée, elle est passionnée, elle est enthousiaste, parce que moi j'avais tout écrasé évidemment. Donc à un moment elle me dit, mais où sont tes bandes, enfin tes pistes? Et je ne sais pas. Donc j'avais tout écrasé à chaque fois. Donc elle me dit, mais non, mais dorénavant, faut que tu conserves chaque piste séparée pour que moi je puisse y retoucher sur le mixage, etc. Donc je lui dis, ok, dorénavant, je vais être plus rigoureux. Et puis on se donne rendez-vous. Je la vois 2-3 fois comme ça. Entre-temps, je continue de composer assez régulièrement, hein. Je suis de plus en plus à l'aise. Forcément, je suis de plus en plus à l'aise, surtout avec ce petit logiciel. Donc en fait, je découvre qu'il a quand même pas mal de possibilités. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas un truc extraordinaire, mais c'est pas une merde non du tout, quoi. Donc voilà, je m'investis de plus en plus. Puis mon pote à l'agence de pub me dit, alors comment ça se passe avec des machin. Bon, et lui il est persuadé que genre dans 6 mois, elle va faire écouter mes trucs aux membres de sa famille là, dont j'ai parlé, et que je vais sortir un titre en vinyle, enfin que je vais être signé. Donc bon. Puis moi, je vais pas. Enfin, en réalité, c'est marrant parce que dès ce moment-là, je réalise que j'ai pas. Ça me fait pas rêver. Alors, il y a un truc que je vais pas préciser, c'est mon âge. Donc j'ai genre 27 ans, un truc comme ça. Et voilà, vraiment mes rêves, ils sont plus liés à l'écriture. Il me fait envie, enfin la limite quoi, mais ce serait plutôt de devenir écrivain, de publier un roman, des choses comme ça quoi, plutôt que de sortir un titre, même si l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, je sais pas, enfin je me vois pas trop dans ce milieu-là, je sais pas, je ne sais pas pourquoi. Bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas y aller complètement acharné, etc. En parallèle à ça, ayant eu ces deux retours très positifs, je vais faire un truc qui va être décisif à cette période-là et depuis déjà, je crois, 1 an ou 2. J'avais développé une amitié avec Nicolas Serkis d'Indochine, que j'avais rencontré pas du tout pour la musique, hein, d'ailleurs, enfin je le précise au cas où. Je travaillais pour un magazine et en fait j'avais été chargé de lire son recueil de nouvelles qui s'appelait Les Mauvaises Nouvelles, que dans le magazine où je bossais, personne ne voulait se le farcir. Et moi j'étais pas fan d'Indochine du tout, hein, à l'époque. J'avais aimé l'aventurier que je trouvais génial, mais un peu comme tout le monde. Mais le reste, ça m'était glissé dessus. Enfin, j'avais rien contre, hein, mais c'était pas du tout ma came. Moi, j'étais grand Bachung, Polnareff, comme ça, Farmer un peu, donc aussi, enfin même plus un peu à l'époque. Mais voilà, Indo, non. Donc moi, je lis ce truc. Je lis parce que donc je suis voilà entre guillemets un littéraire, que j'aime la littérature, etc., etc. Et que donc je lisais des bouquins, je faisais des chroniques de bouquins en plus d'interviews d'artistes. Pour cette revue et je rencontre donc Nicolas pour ça et en fait j'avais appelé, on m'avait donné le numéro
mon agent à l'époque. Et en fait, au moment où j'ai appelé l'agent, il était avec elle en train de débriefer, je sais pas quoi. Et du coup, il a pris le téléphone et il m'a dit, bah, t'as qu'à venir à la maison. Enfin, il m'a demandé si j'habitais à Paris. Je dis oui. Il m'a dit, bah, viens à la maison. On a convenu d'une date où je pouvais passer pour lui faire un petit entretien, quoi, pour ce livre que donc j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé et que donc je voulais chroniquer. Mais une fois que je l'avais lu, j'avais demandé, voilà, mes potes. Moi, je trouve que c'est mieux que de faire un petit entrefilet. On devrait carrément faire une interview de l'auteur parce que voilà, moi j'avais lu 2-3 retours qui étaient pas mauvais d'ailleurs, particulièrement dans la presse de ce bouquin, mais évidemment il ne parlait quasiment que d'Indochine, donc c'était pas vraiment sur le bouquin. Du coup, moi je voulais faire ça parce qu'en plus Indochine ne m'intéressait pas, donc et puis surtout à l'époque c'était c'était difficile pour ce groupe, quoi. C'était avant Dansetaria, juste avant. Donc je rencontre Nicolas et ça se passe super bien. Enfin voilà, je découvre un mec génial. On réalise qu'on a plein d'idoles en commun. Donc on parle de Bret Easton Ellis, il adore. On parle de Polnareff, qu'il adore. On parle de plein de trucs. Là le temps passe. Enfin c'était absolument génial. On se marre et tout. Et puis en partant, il comprend que je connais très mal son groupe, que j'ai jamais vraiment écouté attentivement. Je connais les tubes, mais c'est tout, enfin sans plus. Il donne quelques disques qui étaient, voilà, je me souviens, il y avait un petit coin où il y avait plusieurs exemplaires de plein de trucs. Ah oui, si, parce que je lui dis, il y a une chanson que j'adore, c'est Punishment Park. Le chant, la ligne mélodique, les textes, oh là putain, ça donne envie de se suicider et puis de renaître après pour se ressuicider. Enfin bon. C'est magnifique. Et du coup, il m'avait donné une édition très limitée enfin, c'était super gentil. Je pars en me disant, mais ce mec est génial, je l'adore. D'ailleurs, on se dit, bah, on se revoit, enfin, on se rappelle et tout, mais hors, pas pour le boulot, quoi. Et donc, bref, c'est là que j'ai rencontré Nicolas. Simplement. Et ensuite, alors je précise quand même que voilà, c'était un peu dissonant, je me disais, mais comment ça se fait que j'adore ce type et que je suis pas sensible à sa musique alors que sa musique c'est lui, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, je comprends que c'est vraiment, il met toutes ses tripes. Et je me dis, c'est bizarre que ça me parle pas particulièrement Indo. Et du coup, j'ai racheté des trucs, j'ai racheté des disques, enfin que j'avais jamais vraiment entendu, quoi. Et j'ai écouté, mais cette fois-ci vraiment sérieusement et tout. Et je me suis pris une grosse baffe. Il y a beaucoup de trucs que j'ai adoré. Mais donc à ce moment-là, du coup, on se voyait assez régulièrement. Je lui apporte donc un CD. J'ai dit, tu ne viendras jamais, fais de la musique. Moi aussi, parce qu'il avait lu mes écrits par contre. Parce que là, quand on s'était rencontrés, on avait parlé, enfin, je lui avais parlé un petit peu d'où je venais et tout, et du coup, il m'avait demandé, je lui avais donné des poèmes que j'avais écrits. Il avait lu pas mal de trucs, des nouvelles. Il avait lu aussi de moi. Enfin, il connaissait bien mon passé de littérature, on va dire. Et donc là, je lui dis ça. Il se marre et est vachement encourageant en fait. Il me dit, ah c'est cool, mais je vais écouter et tout. Mais ouais, ça le fait rire, mais parce que je lui dis, c'est un petit logiciel. Vraiment. Il écoute ça et il me dit, comment dire, c'est pas terminé. Enfin, en fait, lui très vite il me dit, mais j'ai l'impression que c'est pas terminé. C'est bien, il y a des trucs vachement bien. Il y a des mélodies super belles, il y a des trucs vachement mélancoliques. Et en même temps, c'est un peu dansant. En plus, ça lui parle parce que voilà, je m'oriente. Bah, c'est des instrus de toute façon. Mais je m'oriente vraiment vers un style un peu, j'allais dire électro, mais c'est plus new wave, quoi, plus new wave binaire, donc un peu sautillant, dansant, dance floor, tout ça, quoi, et un peu sombre en même temps, enfin avec beaucoup de boucles, parce que j'adore toujours, hein, Steve Reich, Philip Glass, des gens qui développent des musiques où c'est des boucles comme ça qui t'enveloppent, il y a quelque chose de d'hypnotique, et j'adore ça. Donc je travaillais un peu là-dessus. Il me dit, continue, t'as un truc, enfin t'as des idées, t'as ça en toi, quoi. Donc ce serait dommage de pas poursuivre. Je lui parle un petit peu de D, qu'il connaît pas du tout évidemment. Assez vite, je lui dis, bon, elle me fout la pression, puis, en fait, elle me dit, ça passera par moi quand on fera des choses comme si. Enfin, limite, j'ai l'impression qu'en fait la meuf, elle veut devenir mon agent, quoi. Mais c'est gentil, c'est gentil. Je continue à bosser, je lui renvoie des trucs, elle adore, elle trouve ça de plus en plus cool, donc elle est de plus en plus motivée. Je crois qu'elle commence à produire en fait. Enfin voilà. Alors elle mixe, elle masterise, etc. Quelques morceaux, peut-être 2 ou 3, et elle me dit, dans quelques temps, je vais voir. On va dire son nom. Voilà, c'est le mec de sa famille qui était artiste avec son propre label. Et je lui ferai écouter ces deux-là, tout ça, et on verra ce qu'il me dit. Enfin, elle me dit ça vraiment. Je sens qu'elle, ce qu'elle aimerait, c'est que je fasse. Oh, c'est pas vrai.
oh mon Dieu, enfin voilà que j'en bafouille et tout, et je réalise je m'en fous, enfin limite j'ai pas trop envie que ça sorte, enfin c'est vraiment tout pour les potes et les machins, bon donc bon, et je fais écouter, donc je continue quand même à composer et je réalise que je compose des trucs que j'aime plus, que j'ai même donc pas trop envie de faire écouter à D en fait. Bon, je fais par contre je continue donc de faire écouter à Nicolas, donc je lui fais écouter les trucs et il précise un peu ce qu'il m'avait dit dès la première fois. Là, qui me dit, il y a un truc qui va pas. Pourquoi tu ne poses pas de texte là-dessus? T'es un littéraire, tu viens de l'écriture. Enfin, moi, je connais tes textes et tout. Enfin, donc mes poèmes, tout ça. Ça n'a pas de sens que ça reste comme ça. Ce qui manque, c'est ton chant. Enfin, c'est que tu chantes des textes, quoi. Et là, il y a bien un truc que j'avais jamais tenté, c'est chanter. Je pensais pas avoir une voix magnifique. Et en plus, ça me faisait me mettre en avant en tant que enfin, pour moi, un chanteur, ce que je trouvais pratique avec des instrus, c'est que souvent c'est des mecs qui restent dans l'ombre, tu vois, je mets leur gueule. Donc, même quand t'aimes pas, tu dis bah moi j'aime pas, mais finalement c'est pas très perso parce que le mec se montre jamais. Enfin, je sais pas, un chanteur, je le sentais moyen. Et il s'expose, voilà. Parce que moi je lui dis mais j'ai pas une voix, enfin j'ai pas une voix intéressante. J'ai jamais chanté, enfin à part quand je chante à tue-tête les chansons d'heavy metal que j'adore depuis que je suis ado, quoi. Mais ouais, je suis pas chanteur, enfin, etc. Et il me répond, donc, évidemment je lui avais parlé, enfin en plus c'était drôle parce qu'on avait connu Serge Gainsbourg donc presque à la même période, moi en tant qu'enfant, Nicolas en tant que jeune artiste. Et donc voilà, on avait déjà évidemment parlé de nos expériences de Serge. Les miennes étaient plus agréables que les siennes. Mais il me dit, voilà, Serge par exemple, va dire vocalement un chanteur extraordinaire comme Paul Naref par exemple. Et pourtant, est-ce que ça l'empêche de transmettre des émotions? Bien sûr que non. Et donc, enfin, il me fait comprendre que je me défile, quoi. Je dis, voilà, ça se travaille aussi avec le temps, etc. Je lui dis, ah oui, mais non, machin, enfin bref. Sauf que l'idée me dit ah putain il a raison, j'en chez moi et je réécoute mes instrus et elles sont conçues comme des instrus, donc en fait il n'y a pas de place pour mettre des couplets puis refrain puis de nouveaux couplets refrain pont machin solo éventuel de quelque chose. euh, donc il faut tout remanier, enfin c'est-à-dire, si je veux prendre du matériau qui existe déjà et en faire une chanson structurée normalement avec du chant, un texte et tout, bah et voilà, c'est du boulot. Et puis en même temps, je relis des poèmes et tout et je me dis putain mais en fait mes poèmes c'est des textes de chansons en prose sans refrain, mais bref. Donc je me lance. Et je commence à composer mes premières vraies chansons. Et je me souviens que j'avais un micro. Le micro, c'était une petite tige en plastique comme ça là, et c'était, ça coûtait rien, mais rien de rien, le prix d'un paquet de clopes, je pense. Et j'avais ça, c'était pour parler en fait quand on était en sur Skype ou je sais plus quoi, et c'était les débuts des trucs de ce genre. Tu m'entends? Bon. Donc j'avais ça, mais c'était pas du tout fait pour chanter dedans. Voilà, c'était fait pour parler et ça avait pas des prétentions de qualité de son extraordinaire. Mais j'avais que ça, et je comptais pas investir de ouf. Donc, je me suis servi de ce petit truc-là pour chanter, voilà, en m'enregistrant à travers le logiciel qui permettait d'enregistrer une piste de voix extérieure. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai composé mes toutes premières chansons. Là, de mémoire, il y en avait, je me souviens qu'il y en avait une qui s'appelait Crash Test et une qui s'appelait Club Suicide, dont le refrain disait inscription gratuite pour les lâches, un truc comme ça. Je sais plus. C'était très provoque, désinvolte, nihiliste, dépressif, mais avec un peu d'humour. Enfin, c'était un peu comme j'ai toujours été dès que je crée quelque chose, mais avec toujours une couche d'ironie, voilà, beaucoup d'ironie, ce qui faisait que j'aimais Tensioran, ces trucs-là, etc. Donc j'écris des textes qui sont assez noirs, hein, donc mais avec toujours un truc qui fait sourire, toujours des jeux de mots, des trucs, voilà. La ligne directrice, on pourrait dire, c'est un petit peu genre les gens sont des cons, la vie c'est de la merde. Mais c'est pas grave, un peu plus développé que ça quand même. Et je commence à coucher quelques chansons et après je revois D et je lui fais écouter. Enfin je lui dis ouais j'ai pensé à tenter des chansons, quelques chansons et je lui fais je vais pour non c'est même pas ça en fait. Je vais pour lui faire écouter. Elle me dit ah non, elle me dit ah la sale idée et tout. Ah fais pas ça, fais pas une vraie chanson. Non non non. Parce qu'elle effectivement, si je m'orientais vers ça, bah elle avait plus rien à faire dans mon chemin en fait. Puisque elle toutes les connexions qu'elle avait et même en tant que DJ tout ça, c'était que des instrus.
Donc dès lors qu'il y avait une chanson avec du texte qui chante un truc, ça devenait en fait factuellement de la variété française, enfin je sais pas comment dire, hein, enfin de la pop française quoi. Et on n'était plus du tout dans l'électro, touch, French machin, même si dans les sons c'était très électronique quand même, enfin synth pop on dit aujourd'hui, mais à l'époque le terme n'existait même pas. Voilà, synth pop, new waveuse, 80s, tout ça. Alors la vérité, je sais même plus si je lui ai fait écouter. C'est possible qu'elle ait écouté une ou deux chansons quand même. Mais elle était butée, enfin elle était tellement pas contente, elle était contrariée en fait, carrément. Et en fait ce qui m'a choqué, c'est qu'au lieu de me dire, par contre si tu le sens, vas-y, fonce, si je peux t'aider, enfin je sais pas ce qu'aurait dit quelqu'un de cool quoi. Et elle en fait elle m'a claqué la porte à la gueule. C'est-à-dire que dès lors qu'elle a compris, parce que oui, parce qu'en plus elle m'a dit mais pourquoi cette idée de merde et tout. Et je lui ai dit parce que je lui en avais pas parlé, parce que j'en parlais à personne vraiment autour de moi, parce que pour moi c'était de l'ordre du privé total quoi. Donc elle savait pas que j'étais, mais mon pote de chez McCann non plus ne savait pas que dans mes amis, mes vrais amis, il y avait Nicolas. J'en parlais pas autour de moi pour pas qu'on me casse les burnes avec ça. Et alors c'est pas du tout qu'on me casse les burnes d'ailleurs en mode waouh etc. Hein, parce qu'à l'époque, voilà, enfin il y a qu'à réfléchir 2 secondes. 99 2000, Indochine ça allait vraiment pas bien, plus de label. Puis après il y avait un mini label indé belge, je crois, qui s'appelait W, ou je sais plus quoi. Enfin voilà, et c'était très 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 compliqué. Enfin, d'ailleurs, les gens puissants disaient à Nicolas, la musique c'est terminé, mon pote, passe à autre chose. On te mettra des bâtons dans les roues. Putain. Enfin, et après il y a des trucs que je peux sans doute pas en parler, mais je peux vous dire que dans le milieu des puissants de la musique, incroyable, des coups de pute, mais vous seriez choqués. Donc bref, c'est pour ça que ce que j'ai adoré aussi chez lui, c'est que c'est un warrior comme j'ai rarement vu dans ma vie, mais rarement. Quand on dit seul contre le monde entier, là j'ai vu un peu à quoi ça peut ressembler par moment, quand on te met vraiment des uppercuts non-stop, pourré à la haine, etc. Et que toi tu te relèves et que t'as foi en ton truc. Ce qui explique d'ailleurs que après, alors c'est pas de la vengeance, mais la revanche, je pourrais dire, a vraiment un goût, tu apprécies. Et les gens qui t'aiment apprécient. Moi j'ai tellement savouré le triomphe d'Indo plus tard, parce que je savais aussi tous ces cons qui étaient obligés de retourner leur veste et de faire semblant qu'ils étaient devenus amnésiques. Donc bref, mais quand je lui dis ça, voilà, quand je lui dis c'est une idée de mon pote Nicolas, accessoirement chanteur d'Indochine, qui connaît mes textes, connaît mes écrits, etc. et pense que je devrais chanter en fait et poser des textes, enfin que c'est triste, c'est dommage de laisser ses instrus dans cet état-là. Voilà, je me souviens que elle a eu un comportement, je vais pas dire ce que j'ai pensé, mais vous aurez une idée assez facilement. Et je me suis dit mais je veux rien faire avec cette personne en fait de plus approfondi. Enfin, donc je dis bah tant pis. Et je repars. Et d'ailleurs, je me souviens qu'après je me fais un peu engueuler par mon pote chez McCann qui me dit putain, j'ai eu idée au téléphone, c'est quoi cette histoire? Je veux faire chanteur, mais genre en se moquant de moi. Je veux faire chanteur, alors. Et je lui dis, moi je veux me faire plaisir surtout. Enfin, je veux faire des trucs qui me plaisent, quoi. Donc en fait, t'as commencé à me parler de plan stratégie pour hypothétiquement plaire à un mec qui a un label pour sortir un maxi vinyle d'une instru dans 6 mois, 1 an. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous. Enfin, franchement, et en plus je me souviens que je lui ai dit, j'aurais 17 ans, ce serait sans doute, voilà, je rêverais d'être comment dire, écouter, pas une vedette, mais d'être apprécié pour mes créations musicales éventuelles, etc. Là, je dis, mec, j'en ai 27, 28. Non, sérieux, enfin, c'est pas, je vais pas tomber dans ces pièges-là maintenant, quoi. Je suis trop vieux pour être naïf, en fait, pour croire que. Donc moi, je disais, je veux pas en faire mon métier, quoi, de toute façon. Donc bref, ça avait mis aussi un petit coup, parce que du coup, il était un peu énervé parce que du coup je lui étais pas redevable de oh mec c'est grâce à toi tout ce qui m'arrive et comme elle m'avait un peu énervé parce que je précise qu'elle m'avait dit avec ça t'iras nulle part, enfin c'est-à-dire que tu t'engages dans une voie où en plus tes arrangements c'est pas du tout ce qui se fait en ce moment quoi, donc des chansons chantées en français en plus parce que moi je voulais impérativement chanter en français mais avec des instrus qui sont électro new wave machin, mais c'est une hérésie en fait quoi, parce que personne n'écoute ça en France en 99-2000 quoi, sans quoi elle avait absolument pas tort. Mais je m'en avais rien à foutre, je disais mais je fais pas ça pour être signé et remplir des stades, enfin. Donc bon, j'avais ma petite tambouille dans mon coin et tout. Donc je faisais écouter à Nicolas dès le début. Il me dit c'est encore plein d'imperfections, on sentait que le chant a beaucoup de mal, mais ça va se détendre, tu vas t'y faire, ça va s'améliorer assez vite et tout. Enfin, il est super motivant.
Et sur les textes, c'est surtout sur les textes où ça fait trop plaisir, quoi, parce que il est fan, en fait. Donc moi, je suis super content, et surtout, je sens que je m'épanouis vachement, quoi. C'était voilà, ça. Et puis le plaisir de s'écouter, même si quand je m'écoute, je me dis le chant, c'est pas fifou. Mais je suis content. Ça a rien à voir avec le compte, comment dire, la satisfaction des instrus que je faisais. Donc alors, les textes, c'est quand même des trucs, je précise, hein, c'est assez insolent. Évidemment, comme j'ai aucun objectif de plaire à tout le monde, parfois il y a des textes qui sont un peu trash, je précise quand même. Et je me mets pas de barrière, quoi, je m'en fous, quoi. Un soir, je me souviens que je m'écoutais l'album de Misfits et The Hackers, et j'aimais beaucoup des Hackers, j'en ai pas encore parlé, mais ils faisaient partie des artistes français de la scène électro à l'époque qui cartonnaient, et que j'aimais beaucoup, et je sais plus ah oui, si, voilà, je me dis je vais envoyer un CDR avec quelques chansons à The Hackers. Donc mais c'est vraiment au culot, quoi. Mais je rappelle, j'ai jamais fait de vidéo sur spécifique là-dessus, mais j'en ai déjà parlé quelques fois en vidéo. Ma première publication, pardon, de mes poèmes, de mes créations littéraires, quand j'étais vraiment adolescent, c'est aussi au culot que je les ai eus, c'est en envoyant et où on m'a répondu et où j'ai été publié hyper vite, au grand désarroi de mon père qui m'avait dit tu n'iras nulle part, tu n'as aucun talent à l'écriture, arrête ça tout de suite, lâche ce stylo. Bref, j'envoie donc un truc à The Hackers et je me dis pire, j'aurai pas de news et c'est pas grave. Et il me répond, il me contacte et il me dit donc The Hacker, donc Michel Amato, de son vrai nom, je dis ça parce que c'est pas un secret. Il me dit j'ai reçu ton truc, c'est vachement bien. Et il me dit j'ai un ami qui s'appelle Émeric Ponsard et qui est patron d'un petit label et qui est aussi le patron d'un lieu qui s'appelle le Marc 13 à Grenoble. Je lui ai fait écouter, il a adoré, etc. Il va te contacter, tout ça. Donc, et oui, parce qu'il me dit, moi, je peux pas trop, je vois pas trop quoi faire en fait. Mais lui, il a des idées, et, il va te contacter. Donc, je suis hyper touché, hyper content. Et j'en parle à mon pote chez McCann. Et évidemment, il le répète à D. Je dois leur reconnaître que tous les deux, on a bien rigolé, parce qu'il m'a dit, je lui en ai parlé, et elle a cru que c'était une blague. Parce elle adorait The Hacker, évidemment, qui à l'époque était vraiment sur la couve des magazines, et en plus, et tout. Mais elle le connaissait pas. Et quand son pote, donc, il lui dit, tu sais qu'Alex, il a envoyé un truc à The Hacker, il lui a répondu, il adore, croyait que c'était les instrus. Il me dit, elle croyait que c'était les instrus, mais moi j'ai bien dit que non, c'était tes chansons. Tes premières chansons, quoi. Qu'elle était dégoûtée. Et là, vraiment, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Enfin, j'ai su que j'aurais plus jamais de nouvelles. Je vais donc, je vais recevoir un coup de téléphone d'Emeric. Et là, je découvre un mec, mais en or, mais incroyable, mais tellement gentil, passionné, qui me dit, j'écoute en boucle, j'écoute en boucle tes trucs. Il me cite des passages de chansons qui trouve trop cool et tout. Ah, voilà, ça me, enfin voilà, ça me sidère, quoi. Et il me dit, il faut absolument que tu viennes, on en a parlé avec Michel, donc Michel Amato, The Hacker. Nous, on fait des soirées au Marc 13, donc à Grenoble, chez nous, quoi. Moi, je suis à Paris, hein, bien sûr. Tu viennes pour faire un concert et tout. Moi, je dis, quoi? Un concert? Mais je dis d'abord, je suis tout seul, ensuite, non, enfin, ça m'angoisse et tout machin, etc. Et puis je sais même pas si j'ai cette chanson. Il me dit, mais on s'en fout, tu montes juste à la minimaliste. Il me dit, les gens de toute façon, c'est les chansons qui vont entendre, qui vont se prendre dans la gueule, ça qui est génial. Et là, ça me fout les boules, j'ai pas envie, mais je peux pas dire non. Parce que ils me disent, il y aura moi, je crois, donc Emeric qui jouera, qui était DJ bien sûr. Toi, sous le nom de mon projet, oui, là j'avais. À l'époque, je faisais que des instrus, je vous mettrai peut-être quelques, parce que moi j'ai gardé des trucs, souvenirs évidemment. Ah putain, j'ai oublié de raconter des anecdotes d'ailleurs sur cette période-là, mais c'est pas grave. Mais ça s'appelait mon projet pour moi-même, quoi. J'appelais ça Tsunami, comme nom d'artiste. Enfin, voilà. Quand j'ai commencé à poser des textes, c'est devenu Syndrome. Le problème de Syndrome, c'était que je l'avais créé avec un i pour faire comme sin, donc le péché, et aussi comme l'écrirait un gamin, enfin qui penserait pas à foutre un y, Syndrome, il écrirait phonétiquement un peu comme ça. Mais tout seul, en fait, il y avait un groupe déjà qui s'appelait Syndrome comme ça, en fait, mais à l'étranger, au Mexique, ou je sais plus où, un truc de death metal d'ailleurs, je crois. Vraiment rien à voir. Et assez rapidement, j'ai dû déposer un pseudo à la SACEM, et là j'ai dit, comme je mettais Alex Syndrome, je me suis dit, je mets Alex Syndrome, ça devient le nom du projet, quoi.
Mais donc j'en reviens à Grenoble, donc je dis oui, et donc immédiatement Emeric Ponsard me book une date voilà, pour une soirée au Marc 13. C'était même annoncé dans un journal de Grenoble, voilà, il y avait marqué Syndrome The Hacker, et donc le truc de Emeric Ponsard, je crois. J'en parle à Nicolas, parce qu'il connaît, quoi, donc il sait que je suis quelqu'un de assez réservé, machin. Et il me dit c'est génial, tu vas voir, ça va bien se passer. Mais moi je lui ai dit je vais souffrir, ça va être horrible, je le sens pas du tout. Il dit me regarde, nous non plus au début on le sentait pas du tout. Il faut s'en foutre. Enfin, je sais qu'il a raison. Hein. Ça s'améliorera au fil des concerts, etc. Et il me dit t'es pas à l'abri non plus de te découvrir toi-même en fait, enfin une partie de toi-même. Peut-être que sur scène tu vas être au contraire très extraverti, très fusion avec le public et tout. Tu sais pas quoi. Je me dis j'ai quelques doutes quand même. Hein. Parce que par contre là, comme moi j'avais évidemment jamais vu Nicolas sur scène de ma vie, puisque j'avais jamais été fan, ça faisait déjà plus d'un an qu'on se connaissait, je pense, à cette époque. C'était juste avant la sortie de Danceteria. Donc c'était pas des grosses salles ni rien, mais donc j'avais déjà fait beaucoup de concerts d'Indochine où il m'avait invité pour voir ce que ça donne, quoi. Et j'étais sur le cul par la bête de scène qui était Nicolas sur scène. Enfin, c'était hallucinant en fait. La façon dont il foutait le feu à son public, mais en un quart de seconde. Enfin, je savais même pas comment il faisait, quoi. C'était hallucinant. Et je savais que j'avais pas ça. Je savais que ça allait pas le faire avec moi. C'était même pas une question de public, hein. C'est une question de comportement, voilà, de lâcher prise, voilà, de lâcher prise, chercher le mot. Donc bref, donc je vais à Grenoble, ça se passe super bien. Je me souviens que Emeric et Michel habitaient dans le même immeuble. Du coup, on va de l'un à l'autre, enfin de chez l'un à chez l'autre. D'ailleurs, chez Zoeka, il y avait un immense poster de Billy Idol. Du coup, j'ai dit putain, t'es fan de Billy Idol et tout. Ah, c'était génial. Du coup, on a parlé de musique, mais de musique autre. Moi, j'étais très fan de The Hacker, hein. Mais fan, pas fan. J'étais juste, je lui ai dit, j'adore ce que tu fais, quoi. On discute. Moi, j'avais apporté une bande, j'allais dire une clé USB, mais non, je crois pas. J'allais dire un CDR, mais j'ai un doute. Hein. C'était peut-être un CDR avec toutes mes instrus. Et en fait, Emeric se mettait à l'ordi pour modifier le mix, gérer les graves, les machins, les trucs comme ça pendant ma perf. Donc c'était hyper gentil. Comme ça, j'étais pas seul. J'avais un mec à côté de moi. Ça faisait un peu de duo. Et moi, je le chantais en mode karaoké, comme dans Lost in Translation, karaoké suicidaire. Donc ultra minimaliste. Donc on a fait ça. Je suis arrivé. En fait, c'était des soirées qui étaient. Des fois il y avait de hackers, des fois il y avait des gens de la scène, du gang en fait. Enfin, c'est toute une troupe d'amis à l'époque à Grenoble d'artistes. Hein. Donc c'était gratuit, je précise. Et le lieu était assez tendance. Donc le Marc 13 souvent il y avait du monde. Et là, les gens étaient un peu curieux parce que ils m'avaient dit ça fait déjà un bon moment que je passe du syndrome, donc hein, dans le bar. Il y a plein de gens qui me disent c'est quoi ça. Et après je voyais sur internet parce que j'avais rejoint un forum électro sur les conseils de Emeric et je voyais qu'il y avait effectivement des gens qui découvraient. Enfin ça commençait à buzzer dans un tout petit milieu fermé, je veux dire. Hein. Mais ça commençait à buzzer un peu syndrome. Il y avait des gens qui commençaient à connaître, même à connaître les chansons, parce que les chansons je les avais lâchées sur le net, mais dans des versions non mixées. Enfin, je vous raconte pas le carnage, mais je m'en foutais. Je me disais, on entend. On entend, oui. Et d'ailleurs, je vais comprendre que ça suffit pas d'entendre assez rapidement. Donc j'arrive et déjà, ah oui non, quand j'arrive à Grenoble, enfin, Emeric il me dit, mec, ce soir ça va être blindé pour toi, parce que les gens ils sont trop curieux, parce que comme tes chansons elles arrêtent pas de passer au Marc 13. Et puis il y en a plein qui adorent, ils sont là, ah mais c'est ce mec-là qui va venir et tout. Donc il me dit que t'es hyper attendu. Il fallait vraiment pas me dire ça parce que déjà j'étais stressé, mais alors bon, enfin c'était horrible. Parce que je me disais non mais je vais oublier mes textes et tout, enfin ça va être horrible. Donc je me rappelle que on discute, la soirée arrive, effectivement il y a énormément de monde, mais énormément. C'est blindé effectivement, c'est-à-dire qu'il y a plus de place. En fait, on peut plus rentrer dans le Marc 13. Donc Emeric il fait son set et tout. Après c'est à moi. J'arrive, je monte, je vois tous les visages qui me scrutent, et là je découvre ce que c'est que d'être sur une scène en fait. Un truc qui m'était jamais arrivé dans ma vie, évidemment, et je kiffe pas du tout. Mais du tout, c'est la paralysie, c'est horrible, horrible. Donc j'oublie que j'ai des gens devant moi, je regarde au loin comme ça, là je fais des trucs abstraits quoi. Et je commence à chanter, mais vraiment les dents serrées quoi comme ça, et j'enchaîne, enfin je fais tout mon set, j'avais un set de je crois 40 minutes, 45 minutes, comme ça. J'ai changé les morceaux, mais pratiquement sans parler au public, quoi. Du tout. Entre les chansons. À la fin, j'ai dû dire merci. Je me dis, c'est un carnage, c'est horrible, il n'y a eu aucun échange, c'est atroce. Et quand ça se termine, non. Il y avait déjà un truc qui m'avait choqué, c'est qu'entre à chaque fin de chanson, alors qu'il y en avait que j'avais rajouté, que je venais de finir, donc même les gens qui étaient là, il n'y avait aucune chance qu'ils les aient entendus, parce que Emeric, il les avait pas entendus lui-même. Et ben quand ces chansons-là se terminaient, enfin toute chanson quoi, il gueulait et tout, mais c'était ultra enthousiaste. Et je m'attendais, j'étais tellement
surpris, quoi. Donc c'était vachement gentil, c'était incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas s'il y a des gens qui y étaient et qui regardent cette vidéo, ça serait drôle. En tout cas, c'est à la fois donc un merveilleux souvenir parce que donc moi je sors de ça, je me sens que je monte à l'étage du Mark 13, je commence à boire des trucs, je picole un peu. Il y a Michel qui vient me voir parce que j'avais terminé le set sur une instru. Ouais, le dernier morceau, je ne le chantais pas. Enfin, je l'avais prévu comme ça. Et c'était une instru que j'avais fini très peu de temps avant qui s'appelait Discommander et où je regardais dans le vide X en tenant le micro mais comme un mec KO quoi. Et où je laissais juste cette instru faire redescendre la pression et ça m'a fait super plaisir parce que d'abord c'est une instru que j'avais bien travaillé et que j'étais assez fier quoi. Et Michel m'a dit putain l'instru qui a conclu le truc trop belle et tout. Et venant de The Hacker, je me suis dit merde, c'est un compliment de ouf. Si D avait entendu ça, elle en aurait claqué des portes. Donc ça m'avait vachement touché. Et puis les gens qui viennent me voir, du coup, parce que moi je reste là à picoler tranquille, et les gens qui viennent me voir, restaurant super et tout. Et à chacun, au début, je réponds, mais non, pas du tout. Je vais t'expliquer. Non, ce n'était pas bon. C'est pas bon parce que j'ai pas communiqué. Et en fait, ce que je comprends, c'est que les gens, ils ont aimé ça. Même si ce que va me dire Émeric après. Il va me dire, tout le monde a senti que t'étais pas content d'être là, t'étais tendu, t'étais vraiment hyper presque passif-agressif, quoi. Mais du coup, il se dégageait un truc de toi qui était complètement fascinant parce que il y avait un mélange de colère et de dureté et en même temps de mélancolie. Il y avait les moments où t'avais les yeux hyper tristes et tout. Enfin, non, c'était génial. Mais c'est juste, oui, c'était pas, t'as pas sautillé, t'as pas dit allez et tout. Non, mais et le mec me dit c'était pas ton genre. C'est que toi t'es le mec qui reste comme un piquet à son truc, tendu au cordeau, etc. Et je l'avais pas vu ça comme ça, quoi. Pour moi, ça pouvait pas être bien si c'était pas un peu fluide et je sais pas comment dire. Enfin bref. Et donc j'ai dit ah bon. Après j'ai compris. Après j'ai vu parce que des gens qui avaient pris des photos m'ont envoyé des photos et c'est vrai que moi-même je ne le reconnaissais pas dessus. Et je me suis dit ah du public ça donnait ça, tu vois. Je me suis dit peut-être que moi-même j'aurais aimé en fait. C'est comme ça que je me suis dit peut-être ouais que moi c'est un concert comme ça j'aurais bien aimé. Mais ça n'a pas changé le fait que moi j'ai fait un constat ce soir-là. C'est que moi j'avais passé un sale moment quoi. J'ai compris que je voulais pas. Ce qui m'intéressait c'était la création, la composition, pas la reproduction scénique de ces compositions. Voilà. Et donc je me suis dit la scène ça va être non. Et le fait que ce soit non, ça tue un peu le truc parce que pour surtout un artiste qui débute, pour se faire connaître, il faut faire de la scène. Enfin, voilà, faut qu'il tourne un max. Et moi, je me suis dit j'ai vraiment pas envie de faire ça et j'ai pas suffisamment envie de faire populariser mes chansons au point de m'infliger des périodes je sais pas, un mois, 2 mois, où presque tous les soirs je suis dans une ville différente, sur une petite scène, devant des inconnus, à faire cet exercice-là non, pitié, non. Et vraiment là j'ai réalisé, j'ai dit moi ce que j'adore c'est être seul en plus, enfin j'adore le moment où tu es seul, t'as ta page blanche, enfin quand je dis page blanche ça peut être la page d'un programme de création musicale sur un écran d'ordinateur, ou la page, parce que moi j'écrivais tout, j'ai toujours quasiment tout écrit au stylo sur des cahiers pour les textes, plus à l'aise. Et c'est vraiment ça en fait que j'aime, c'est ce truc de création et de peaufinage et tout machin. Et après éventuellement la mise en image, j'aimais bien quand je faisais des visuels, ça me faisait rire parce que avec ma tête de con, je faisais tu joues un peu un rôle, donc moi je faisais des trucs en hommage aux photos d'artistes que j'aimais quand j'étais gamin ou ado, comme ça. Les mecs un peu androgynes, un peu maquillés, genre Duran Duran, Bowie, tous ces trucs-là. Ou même les mecs d'ailleurs de heavy metal, même si ma musique n'avait absolument rien de heavy metal. Donc ça, c'était rigolo de faire ça, parce que voilà, moi j'y mettais aussi un peu d'ironie, même si des fois, je constatais que à travers les images, c'est pas toujours facile de faire passer ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je regardais les photos de moi et franchement, ça me faisait rire parce que c'était pas vraiment moi. C'est un personnage créé glam pop, enfin d'être comme ça. Et mais les gens parfois, quand ils me connaissaient pas, ils prenaient ça hyper premier degré, genre oh les gens, je sais pas. Ouais, ça me faisait rire. Donc voilà, donc tout ça c'était cool, mais les concerts non. Je me souviens qu'après on a passé une nuit blanche avec, chez Émeric avec Michel Amato, on discutait et tout. Et d'ailleurs c'est cette nuit-là, je leur dis quand je vais revenir à Paris, je vais dire à Nicolas que ça s'est vachement bien passé en réalité. C'est-à-dire que les gens ont adoré, j'ai une chance quoi. Mais le seul qui a pas kiffé la soirée, c'est moi. Et du coup, The Hacker me dit putain mais tu connais Nicolas?
Et je dis, c'est un bon ami, quoi. Enfin, et il me dit, mais moi, je suis fan de ouf. Alors, je précise ça, donc, pas la période où, enfin, c'était avant qu'Indo redevienne à la mode. Hein. C'était avant J'ai demandé à la lune. Je veux dire qu'ils n'étaient pas nombreux les artistes à dire ça. Quoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, dès qu'était elle qui était fan de The Hacker, mais qui visiblement vomissait sur Indo et Nicolas, elle aurait tiré une drôle de gueule en l'entendant The Hacker dire. Ah mais j'adore, je suis trop fan et tout machin. Et The Hacker me dit, mais moi c'est un rêve de gosse quoi, de remixer Indochine. Et il me dit, est-ce que tu crois que tu pourrais en parler à Nicolas, enfin me mettre en contact avec Nicolas? Et je lui dis, y a aucun souci, je vais lui en parler et tout. Et il me dit, ça serait trop bien, etc. Donc je suis rentré à Paris, j'ai vu Nicolas, je lui dis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que ça s'est très bien passé, c'était plein à craquer. Les gens m'ont dit qu'ils avaient apprécié. Alors après, malheureusement, ça n'a pas été filmé par personne. C'était pas, il y avait pas les smartphones à l'époque. Hein. On avait les 99-2000, les téléphones, c'était des Nokia tout pourris où pour envoyer un SMS, d'abord c'était payant, le SMS, et ensuite fallait jouer avec ton clavier des boutons du numéro du Nokia. Enfin, c'était horrible. Donc bref, personne n'avait de caméra, enfin personne ne pouvait filmer, et il y a eu des photos, mais pas de captation vidéo évidemment. Donc et c'est dommage parce que finalement peut-être que si il y avait eu. Ouais, j'y pense là maintenant. J'ai même pensé dans ma vie. Mais là, en m'écoutant, je me dis, est-ce que t'es sûr, s'il y avait eu quelqu'un qui avait enregistré cette performance et que tu avais pu, au calme, avec le recul, tranquille, la visionner et voir en fait ce que les gens ont vu éventuellement, ça t'aurait pas fait un déclic et du coup t'aurais accepté les concerts. Enfin, t'aurais accepté. Tu te serais dit, que j'y aille et tout machin. Parce que la vérité, c'est donc que je n'ai plus jamais fait de concert, ever, malgré énormément de demandes. Et quand je dis ça, c'est pas pour m'auto-féliciter ni rien, ce serait idiot. C'est au contraire, c'est pour expliquer à quel point je suis un petit con. Parce que à chaque fois qu'on m'a proposé des concerts, j'ai dit non. J'étais gêné de décliner, parce que moi j'ai des amis musiciens, j'en ai toujours eu, et les mecs ils se battent pour obtenir des dates. C'est un des gros combats quand t'es un petit groupe ou des trucs comme ça, c'est que tu veux jouer et que des fois les gens ils écoutent et ça les intéresse pas du tout, et tu t'arrives pas à jouer dans des salles quoi. Et moi, vraiment, plein de fois, on m'a fait des propositions de ouf. Et j'ai tout décliné parce que non, je voulais pas, c'était un blocage. Et j'étais gêné, je disais, je suis tellement désolé, ça sonne tellement comme un gros con qui se la pète, genre non, je ne fais pas de concert, tout, malgré vos propositions alléchantes, j'étais mortifié de honte. Et il y avait même vraiment des moments où, quand je rencontrais des gens qui... il y avait notamment le patron du bateau phare, je me souviens, à l'époque, qui voulait absolument me faire jouer, et je savais qu'il y avait plein de potes qui rêvaient de jouer au bateau phare et qui voilà, ils y arrivaient pas. Moi, je me disais, on te propose le truc sur un plateau, etc. Et tu dis non, quoi. T'es vraiment un con, quoi. Voilà. Donc, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'arrivais pas à me forcer, je ne voulais pas. Enfin, voilà. Donc, par contre, je composais énormément. Ouais. Je composais, mais comme un fou, quoi. Donc, voilà. Donc, je raconte ça à Nicolas et je lui dis, ça s'est bien passé, mais moi, j'ai détesté et je veux plus jamais refaire ça, etc. Donc pendant un moment c'est une petite boutade où Nicolas lui-même me proposait de faire la première partie d'Indo avec Madinka, je me souviens, un groupe d'amis à lui, où il y avait Gwen aussi dedans d'ailleurs. Et moi je refusais quoi, je disais mais non, de toute façon il faudrait que... Parce que là par contre le côté seul c'était pas possible, donc je me disais il faudrait que je forme un groupe pour la scène, non mais laisse tomber quoi, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Et puis je préférais rester dans l'ombre, c'était tellement plus pratique. Mais les morceaux commençaient à circuler sur internet, sur les profils MySpace, je vous parle d'un temps bref, et sur des forums aussi. Ah oui. Et puis il s'est passé, je vais peut-être mélanger quelques trucs, mais il y a eu plusieurs déclics. Il y a un moment où des gens ont fait circuler mes chansons, donc voilà, il y en avait. J'avais sorti 2-3 albums, mais c'était pas des vrais albums, c'est-à-dire qu'en fait je les lâchais sur le net et voilà. Et c'était pas mixé, c'était masterisé par moi. Donc un carnage, une boucherie. Mais bon, moi je m'en foutais, j'écoutais, je disais bon on entend la chanson, donc ça va quoi. Et en fait les gens qui entendaient, des fois je commençais à avoir des retours et tout, ils me critiquaient pas trop sur la prod. Enfin des fois il y en avait qui disaient faut monter vraiment le son très fort pour entendre avec un bon son, enfin un bon volume. Bon je disais ah bah oui c'est bon. Je suis désolé. Mais globalement, je commençais surtout à avoir une fanbase de gens qui étaient fans de l'état d'esprit de Syndrome. Et c'est vrai que c'est des textes et le côté un peu binaire des instrus dansantes et tout, mais quand même assez dark, qui séduisaient voilà des gens. Donc, mais qui étaient... En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'assez vite, les gens qui étaient fans de Syndrome étaient militants. C'est-à-dire qu'ils en parlaient à leurs potes, enfin, ils connaissaient les chansons par cœur. Et c'était souvent des gens assez cool, c'est-à-dire que des gens qui avaient des goûts assez variés, qui écoutaient plein de trucs et tout.
Je me sentais vachement chanceux, quoi. Il y a eu plusieurs événements, mais bref, le premier, c'est un jour, j'ai un coup de fil de Fadia, qui malheureusement est décédée depuis, qui était la directrice de programmation de Radio Nova. Radio Nova, pour ceux qui connaîtraient pas, pardon, c'était une radio ultra tendance à l'époque, en tout cas. Voilà, je sais qu'il y avait plein de gens qui adoraient Radio Nova. Je n'écoutais pas. De toute façon, j'écoutais pas la radio, donc je risquais pas d'écouter Radio Nova. Avec une image de marque assez forte. Ils avaient un journal, je crois aussi, un magazine, Nova, à l'époque. Je suis pas étonné. Elle me dit, est-ce que tu pourrais venir, parce que j'ai entendu des chansons, que t'as un disque. Et à ce moment-là, je venais de faire mon premier EP, Autolargue. Mais je venais vraiment, ça, il venait d'être fait, quoi. Et donc je lui dis, j'ai un hippie qui s'appelle Autolargue, en référence à Goldorak. Évidemment, je peux venir avec, machin. Et donc j'y vais. On s'enferme dans une salle, je me souviens, et elle met le CD. Il y avait 6 titres et elle lance le truc et on l'écoute tous les deux. Donc c'était assez bizarre parce que les chansons défilaient et moi je la regardais. Voilà, je sais pas, c'était bizarre. Mais elle était adorable. Enfin, elle écoute le truc et il y avait des moments où elle se marrait parce qu'il y avait des passages assez trash. Il y avait sur Autolark, je me souviens plus vraiment du track listing. Je sais qu'il y avait 1977, qui était une chanson sur quelqu'un qui répand le message en fait d'une prophétie et en même temps c'est un peu délirant. Voilà, il y avait cette nuit j'ai rêvé d'Elvis, gominé terroriste. Il m'a dit Dieu est mort sur son lit de nuages, mais j'ai son accord pour faire le ménage. Et les corps vont tomber de Tokyo à Memphis. Et ils pourront pleurer, parler d'un antéchrist, pas des trucs comme ça, des textes, mais chantonnés en mode désabusé. Enfin, ah oui, et puis après, il y avait Viva Las Vegas, there's a new girl in town, como la droga came to me when I was down. Joyeux bordel. Et donc celle-là, elle adore. Mais il y avait des chansons un peu plus, il y en avait une qui s'appelait Girls Are Guns, je crois. Et je crois que c'est dans celle-là où il y avait un passage qui disait, je me souviens toujours de sa tête, parce qu'elle aimait beaucoup. Elle écoute comme ça. Et à un moment, elle s'arrête, elle me fait celle-là, non, donc. Et alors pourquoi elle me dit ça tout d'un coup? C'est parce que dans les textes, il y avait un moment, un truc qui disait c'est facile d'être heureux, suffit de le décider. À défaut de faire mieux, va te faire en. Et voilà. Et quand je dis ça, c'était les années 99-2000. Et elle me dit, alors ça passe pas, ça on peut pas passer, on peut pas passer ça. Donc c'était drôle. En gros, elle aime beaucoup Lippi. Elle me dit, nous on va le diffuser. Enfin, on va diffuser. Elle m'a sélectionné 2, 1977 et une qui s'appelait Cocaïne et Coca-Cola. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai oublié. Ça c'était alors single. Il y avait pas vraiment de single, mais c'était les chansons que je mettais un peu en avant du coup, quoi. Il y avait 1977 et Cocaïne et Coca-Cola. Cocaïne et Coca-Cola, celle-là, elle l'a sélectionnée donc pour la diffuser. Le refrain, c'était c'est à quelle heure la fin du monde? Propose de fêter ça chez moi. Vitamine et flingue pour tout le monde. Cocaïne et Coca-Cola. Non merde. Ben oui, elle me dit à quelle maison de disque t'as envoyé? Je dis aucune. Et je lui dis moi. Je connais Nicolas, mais c'est un ami au privé et c'est un ami, enfin bien avant que je fasse de la musique. Et en plus voilà, cette amitié n'avait rien à voir avec la musique, même la sienne. Enfin c'était vraiment humain quoi. Et je lui dis maintenant je connais, j'ai The Hacker qui est en train de, pas un ami, mais c'est voilà, une connaissance. On avait bien accroché, on s'était bien marré. Et en revenant à Paris, j'ai oublié de préciser, mais donc je dis à Nicolas, tu connais The Hacker? Alors oui, il connaissait un peu. C'est un mec qui est génial, qui est super humble et passionné, et qui a des goûts très variés, etc. Et il rêverait de te remixer. Et je lui dis, il est hyper tendance, parle-en autour de toi, tu vas voir. Et du coup, The Hacker a remixé Indochine. Donc ça, c'était cool. Mais donc, on discute et elle me dit, est-ce que tu es à la SACEM? Et je lui dis, non, pourquoi faire? Et elle me dit, pour protéger tes œuvres, mec, c'est pas possible. En fait, je lui raconte ce que je fais et en gros, elle découvre que c'est à peu près rien, à part sur Internet, lâcher des trucs comme ça. Et elle me dit, tes chansons, elles sont vachement bien. Enfin, tu tiens vraiment un truc qui mérite que tu le défendes. Tes œuvres méritent d'être protégées, par exemple, en termes de droits, etc. Et elle me dit, nous, à l'époque, pour pouvoir être un artiste enregistré à la SACEM, il fallait justifier. Enfin, c'était incroyable. Hein. Je crois que c'est plus du tout le cas maintenant. Mais à l'époque, il fallait justifier de 6 mois, c'est-à-dire que de diffusion radiophonique sur une radio nationale. Donc ça peut pas être la petite radio locale, une ville. Non, une radio nationale. Il fallait justifier je sais plus combien de diffusions, je crois 12, un truc comme ça, de ses œuvres.
sur une radio nationale sur une durée de 6 mois. Les pros me corrigeront si je me trompe, mais je suis presque sûr que c'était ça. Et donc elle me dit, pendant 6 mois, on va passer tes chansons pour que ça fasse tous les trucs requis, et on va te remplir ta fiche, parce que donc la radio, en fait, remplissait une fiche que toi, tu allais déposer à la SACEM avec tout ton dossier, machin, pour justifier l'ouverture d'un compte à SACEM, voilà, etc. Je précise que par contre, ça ne te coûtait rien du tout, pas souvenir d'avoir versé quoi que ce soit. À partir de ce moment-là où tu étais enregistré, tu pouvais te déposer à la SACEM gratuitement, autant d'œuvres que tu voulais, et c'était super cool. Donc incroyable, quoi. Et là, je réalise que ça fait 1000 ans que je suis en train de parler, alors que je pensais que ce serait une vidéo d'une demi-heure. Hein. J'avais même parlé à ma chérie, j'ai dit ouais, je pense que ça va être une demi-heure. En prenant mon temps. C'est beau le professionnalisme. Donc je vais essayer d'abréger un tout petit peu. Ce sera vraiment une vidéo axée sur les débuts, on va dire. En gros, donc Radio Nova va diffuser... Ah oui, alors je précise d'ailleurs pour l'anecdote que Fadia me dit qu'est-ce que tu fais ce soir? Et moi je lui réponds rien car je ne faisais rien. Et elle me dit tu dînes avec nous. Il y avait une énorme bande de Radio Nova de l'époque, quoi. Et on est allé à Bastille, hein, donc les locaux de Radio Nova, j'ai oublié de préciser. On descend dans la rue et je sais plus comment s'appelle cette rue, à Bastille qui passe par la Fnac, mais maintenant la Fnac a fermé, en plus ça n'existe plus, putain. Quand t'es vieux que tu parles de tes souvenirs, c'est chaud, quoi. Comme dire, j'étais sur les champs, près du Virgin Megastore, qui n'existe plus. Donc bref, il y avait un resto où l'équipe de Radio Nova avait l'habitude d'aller, c'était un peu une cantine, etc. Et il y avait une énorme tablée. Et je me souviens qu'il y avait Edouard Baird qui bossait chez Radio Nova à l'époque, donc la première fois que je le vois. Et surtout, alors Edouard Baird, pas trop échangé avec lui, pas de raison non plus. Mais il n'y avait pas de raison non plus pour que je discute avec Rachid Taha, qui était là aussi. Et là pourtant, ça a été super cool et c'est vraiment de lui dont je me souviens le mieux, à part Fadia évidemment. Parce que je connaissais Rachid Taha de nom. En plus à l'époque, il était vraiment populaire. Lui aussi disparu depuis. Et j'aimais bien parce que j'entendais des trucs qui étaient parfois, c'est un mec qui surfait sur l'électro par moment, mais sinon j'étais pas fan, j'avais aucun disque, c'était pas du tout mon kiff, mais c'est un mec que je respectais. Je trouvais que c'était un artiste intéressant, qui avait une vraie personnalité, etc. Et Fadia dit à Rachida, le petit là, il est vachement bien, faut que t'écoutes ce qu'il fait, etc. Et moi je dis, bref, je suis hyper gêné quoi. Et Rachida, il me dit, tu fais de la musique, machin, et donc je lui raconte un peu, ce qui m'arrive quoi depuis peu de temps. Et déjà un truc déclencheur, c'est que quand je cite Nicolas, en gros il cite 2-3 chansons et il me dit, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Je crois qu'il me parle du baiser, le baiser, la chanson d'Indo. Et il me dit, elle est fabuleuse cette chanson, le baiser. C'était, il était cool. Et puis après ça, on a parlé des goûts qu'on avait en commun. Et je me rappelle qu'à l'époque, donc moi j'étais à fond dans Nine Inch Nails. Vraiment, j'étais fou malade de Nine Inch Nails, quoi. Et lui aussi. Du coup, on a parlé de Nine Inch Nails. C'était super cool. Et il m'a dit, ouais, je vais écouter tes trucs. C'était vraiment gentil. Mais c'était sincère, ça se voyait, quoi. Et d'ailleurs, il l'a fait après. Donc, bref. Hyper gentil. Fadia a diffusé mes trucs sur Radio Nova. J'ai pu aller récupérer mes fiches chez Radio Nova, mes morceaux diffusés pour aller à la SACEM ouvrir un compte pour protéger et déposer mes œuvres à la SACEM. Et donc c'est donc là que quand ils m'ont dit pseudo d'artiste machin, si vous en avez un quoi. J'ai dit Alex Syndrome. Et peu de temps après, alors là, je vais vraiment essayer de conclure un peu parce que moi-même je fatigue. Mais alors vous j'imagine pas. Mais peu de temps après ces diffusions sur Radio Nova, qui étaient des diffusions, alors parce qu'il faut quand même être réaliste, donc moi j'étais personne, hein. J'étais même pas, j'étais rien de rien quoi. Donc j'avais été diffusé assez tard, pour des raisons évidentes, qui étaient aussi liées au texte, ou sur cette Tipeee, il y avait quand même presque à chaque fois des trucs qui étaient un peu trash, voilà. Après, aujourd'hui ça ferait sourire quoi quand t'entends les rappeurs français, qui chantent des atrocités et ça passe sur énergie, j'en sais rien, j'imagine. Mais bon, voilà. Donc j'ai commencé à avoir pas mal de petits retours, des trucs ponctuels, quoi. C'était assez sympa. Et puis un matin, je me lève. Je vais terminer là-dessus, presque. Un matin, je me lève et alors que sur mon profil MySpace d'artiste, donc entre guillemets, mais c'était des artistes, quoi. C'était Alex Syndrome. Je mettais des photos où j'étais tout peinturluré en mode glam, poseur, années 80s, c'était vraiment des clins d'œil à tous les posters de stars de la pop que j'avais adoré quand j'étais gamin, quoi. J'avais quelques followers, des trucs comme ça. Ou des demandes d'amis qui tombaient de gens qui connaissaient mes chansons, qui découvraient mes chansons, souvent par du bouche à oreille, je tiens à le dire quand même. Mais tout d'un coup, je me lève et j'ai, je sais même plus, des centaines
des centaines de demandes d'amis, puisque je crois que sur MySpace, donc il fallait faire des demandes d'amis, ou alors c'est des annonces que machin est devenu ami. Je me souviens plus. Bref, mais des centaines. Alors que d'habitude c'était, je sais pas, une dizaine de nouvelles personnes par semaine. C'est comme ça, tu vois. C'est vraiment à la cool, quoi. Syndrome, c'était un projet vraiment underground parisien. Et moi, je trouvais que c'était génial. J'étais très content comme ça. Je trouvais que c'était super, vraiment. Ça me convenait parfaitement, quoi. Et en plus, c'était gratifiant parce que les gens qui aimaient, ils avaient le sentiment de faire partie d'une petite élite. Voilà, tu connais Syndrome? Non. Et du coup, je faisais écouter des trucs. C'était drôle. Moi, généralement, quand j'avais des messages, c'était machin. Quelqu'un m'a fait écouter. Après, il y avait eu des gens qui avaient découvert sur Radio Nova, évidemment, ou des gens qui avaient découvert parce que des DJ commençaient aussi à passer un peu Syndrome. J'avais par exemple Emmanuel Hubo de LTNO, enfin, ou les Tétines Noires, même pour ceux qui ont connu les Tétines Noires, qui avaient découvert dès cet hippie autolargue Syndrome. Et je sais plus trop comment par contre. Ah bah si, c'est par Stéphane Hervé de Dead Sexy donc, qui a été un ami, mais qui a été un ami qui m'a été présenté par Nicolas, qui un jour m'a dit tu connais Stéphane Hervé et tout, et je dis non pas du tout, et il m'a dit je suis sûr que vous allez vous entendre. Et donc j'ai rencontré Stéphane par Nicolas. Mais donc oui, Emmanuel Hubo, qui mixait beaucoup, commençait à passer 1977, voilà, qui avait été un peu mis en avant. Et qu'est-ce que je voulais dire que j'ai oublié de dire? Oui, c'est ça que je réalise. En bonus sur ce hippie, il y avait un remix de 1977 justement fait par Lifelike, qui était un mec que donc je ne connaissais pas mais que j'écoutais avant de faire de la musique, et un mec de la scène électro française que j'aimais beaucoup, j'adorais ses prods, le son. Il avait fait des collaborations avec Chris Manas, un autre artiste que j'adore, et donc voilà, je l'avais contacté pour savoir si ça l'intéresserait, mais il m'avait dit qu'il faisait pas les trucs français vraiment comme ça bon, à l'époque, il remixait assez peu d'ailleurs d'autres artistes que lui-même, et finalement il a accepté. Donc il a fait un remix pour moi de Syndrome, quoi, et voilà, que j'ai pu mettre en bonus sur ce truc-là, et il a été hyper cool, hyper gentil. Enfin après je pense qu'il aimait, quoi, et du coup il avait pas honte de le faire. Donc j'avais des tours comme ça aussi, voilà, de gens qui commençaient à découvrir et tout, et souvent s'étonnaient que je sois un peu dans mon coin, enfin que je cherche pas à me faire plus connaître. Et donc je tique sur ce matin-là, donc sur toutes ces demandes, ces nouveaux amis qui apparaissent sur mon MySpace, ces centaines de nouveaux amis, et je vois qu'ils ont un point commun pour pas mal dans les pseudos. Parce que MySpace, tu mettais des pseudos comme tu voulais, c'était pas Facebook qui te demande de taper d'identité. Donc il y avait souvent, c'était genre Elodie Sirkis. Donc parce que il y avait un truc chez les fans d'Indo, je crois que ça s'est un peu calmé, mais ils piquaient le nom de famille de leur idole, un lien pour dire qu'il y a un lien émotionnel, des choses comme ça. Mais donc en tout cas dans les pseudos, je dis, voyons, il y en a plein, ils sont aussi fans d'Indo. Enfin, et je sais plus qui, je crois que c'est un pote, peu importe, qui me dit va voir le profil MySpace de Nicolas. Parce que Indochine avait un profil MySpace à l'époque, mais Nicolas avait un profil MySpace aussi, qui était son profil personnel à lui, où il postait des trucs perso, pas privé, mais personnel, quoi. Voilà. Et dans sa sélection, il mettait les trucs par exemple, qu'il écoutait en ce moment, comme ça. Ah oui, et il y avait sur MySpace, il y avait un carré où on pouvait sélectionner les artistes qu'on écoutait le plus ou qu'on aimait le plus. On les sélectionnait, on les mettait en avant. C'est génial ça existe plus du tout, enfin plus aucun réseau permet de faire ça. Et en fait un soir, j'imagine pour me faire plaisir, enfin ou parce qu'il était en train d'écouter mes conneries, je sais pas, il m'a mis dedans. Et donc tout d'un coup, les fans d'Indo qui suivaient le profil de Nicolas, en ouvrant sa page, ont vu en tête des trucs qui lui importaient, on va dire, avec Syndrome, quoi, avec ma gueule. Et ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Donc ils sont allés sur ma page et ils ont écouté mes chansons, je sais pas quoi, etc. Et bon, il y en a pas mal qui ont aimé, du coup, qui ont accroché. Même si c'est assez différent, hein, je précise quand même, évidemment. On a nos enfin, moi on m'a toujours dit, voilà, il y a un truc, les gens ils ont toujours besoin de sortir des références. Donc moi souvent quand on m'a sorti des références, c'était Bachoum pour le côté amer. Ouais, il y a un côté vraiment très amer comme chez Syndrome, qui a pas forcément chez Indo, c'est moins dépressif, quoi. Syndrome c'est quand même vraiment beaucoup d'ironie. Un jour pour me casser, mon père m'a dit
non, en fait, tes textes, c'est pas vraiment de l'ironie, c'est du sarcasme. Et pour lui, c'était vraiment un truc, c'était une critique, quoi. C'était pour dire que c'était pas bien. Je me souviens que je lui ai répondu, putain, t'as raison. C'est pas forcément de l'ironie, il y a carrément du sarcasme par moment. Vous croyez qu'il m'avait insulté et j'ai dit, eh ben en fait, ton insulte, c'est presque un compliment. Doublé d'une analyse pertinente. Mais donc il y a aussi plein de gens qui disaient ah non, c'est beaucoup trop sombre ou agressif pour moi, quoi. Mais il y a aussi plein de gens qui adoraient parce qu'ils ont des goûts variés, quoi, tout simplement. Bon, bref. Donc en tout cas, donc il avait fait ça et ça m'a mis un gros coup de boum, un gros coup de projecteur évidemment. Et du coup, j'avais dit, me mets pas dans les trucs, s'il te plaît. Peu de temps après, et là, ça va vraiment donner à ceux qui connaissent pas trop le parcours de Syndrome un ton du truc, quoi. J'ai reçu des propositions de labels, en fait, qui m'ont ou entendu sur Radio Nova, ou qui ont eu vent que Nicolas était fan d'un truc complètement underground, machin, qui s'appelait Alex Syndrome, enfin Syndrome. Mais bon, en tout cas, j'ai été contacté. J'avais été contacté notamment, et je peux pas forcément tout citer, mais je peux quand même dire qu'il y avait notamment deux labels. Donc deux labels, ça appartenait à Virgin, sauf erreur, à l'époque. Une structure, enfin un label qui était super à la mode. Et il y a eu aussi, putain, une autre, une major, mais je sais plus laquelle, qui m'avait aussi contacté. Enfin, les deux prises de contact m'ont convaincu que je voulais rien avoir à faire avec des grosses structures. Parce que le mec de Delabel, notamment, je me souviens, au téléphone. Hein. Donc il voulait me donner rendez-vous et en fait à la fin, c'est moi qui lui ai dit, mais du coup ça sert à rien qu'on se voit. Il m'explique, il me dit, il me fait plein de compliments. Il me dit, il y a des potentiels de dingue dans les compos que j'ai entendus. Il me cite des titres, il me dit, mais ça pourrait être un tube, mais incroyable si ça passe en radio à une bonne fréquence, mais ça va faire traîner de poudre, machin. Et moi je dis ah ouais et tout, et en fait je réalise que ça me fait peur, ça me fait pas rêver en tout cas, quoi. Et j'appréhende, enfin voilà, en fait j'ai une espèce d'appréhension, genre content pas content. Et moi je suis là, est-ce que ce serait vraiment super? Je suis pas sûr, je suis pas certain. Et il me dit par contre, va falloir se calmer sur les textes. Et il m'explique, il me dit oui non parce que il y a des textes, ça ferme des portes, c'est complètement, c'est pas possible en fait. On peut pas laisser des phrases. Il y a des phrases qui sont excellentes et il me dit mais ça va choquer. Enfin c'est pas possible. Des radios qui voudront pas passer. Et en plus ça va mettre un public à dos. Ça ferme des portes. Il entend que j'écoutais que je suis pas content et moi je lui dis mais moi je suis un littéraire. Déjà je vais être chiant sur les compromis parce que je déteste ça. Mais alors il y a un truc auquel vous allez pas toucher, c'est les textes, quoi. C'est le truc le plus important de mes chansons, quoi. Et lui il me dit non mais faut bien se rendre compte que et il me cite un passage d'une des chansons que j'avais à l'époque et il me dit faut bien se rendre compte que il me cite le passage, ça passera jamais sur RTL2 hein. Et je lui dis mais qui dit que je rêve de passer sur RTL2? Je me suis dit ils m'ont pas bien cerné, quoi. Moi je suis un voyou de l'underground new wave, enfin je vais pas devenir ah ouais, c'est comme le physique aussi. Ouais, les photos, maquillage, côté androgyne, machin, non. Par contre, le côté je sais plus comment il m'avait il m'avait expliqué un truc, une voie où je devrais développer des styles de photos de ma gueule. Ah non, mais merde. Donc ça commençait très mal. Moi, je refuse des trucs, quoi. J'ai fait pitié, il a dit ok, d'accord. Mais c'est tellement gentil avec le recul quand j'y pense. Donc et à chaque fois, j'étais désolé. Mais je savais ce que je voulais pas. Et donc là, voilà, donc il a pris d'eau, ça s'est mal passé. Et ça s'est mal passé aussi avec un autre label qui est pareil, en fait, avec le même problème. C'est-à-dire qu'il me disait avec des textes un peu plus, pas consensuels, hein, il a trouvé un mot plus correct, mais c'était ça que ça voulait dire. Ça pourrait vraiment faire des cartons de ouf, mais là, avec les paroles comme ça, nous ça nous intéresse vachement moins, c'est le seul truc qui nous freinerait pour une signature, machin, pour un album. Et moi j'ai dit, mais si c'est pour prendre Syndrome et en faire Sveltes, c'est pas la peine, quoi. Donc et là le mec c'est pas passé là. La métaphore était trop violente pour lui, je pense. Donc voilà, et c'est des refus, j'ai jamais regretté ça par contre, hein, mais je sais que quand j'en parle, les gens me regardent et me disent non, t'as été con, hein, t'as peut-être raté un truc, mais j'y crois pas une seconde. Ceux qui connaissent Syndrome, je pense qu'ils savent très bien que j'ai eu raison. Et ceux qui connaissent pas Syndrome, allez écouter 2 secondes et vous allez voir que bah non, ça c'est pas fait pour. Enfin c'est comme bref, peu importe. Donc là, je regrette pas du tout. Et à partir de là, j'ai beaucoup évolué. Surtout, là, je vais vraiment essayer de conclure, putain. Surtout à partir de la rencontre de celui qui allait devenir mon binôme, quoi, mon complice de chaque chanson, de chaque idée, de chaque album, qui s'appelle Will Sintest, un musicien, un guitariste
hors pair, claviériste aussi, enfin multi-talentueux, le mec insupportable quoi en fait. Fan de Syndrome, qui était devenu pote tout de suite en fait, donc en fait j'ai jamais vraiment été fan, mais aimait ce que je faisais et on a commencé à collaborer presque immédiatement en fait après cet EP Autolargue, enfin après Superdition je crois encore, remarque, oui c'est sûr, après Superdition qui est mon premier vrai album, après l'EP Autolargue, après Superdition tout ce que j'ai fait, tous mes albums, ça a été en complicité avec Will et voilà, lui il a vraiment enfin, j'ai même pas les mots quoi pour dire le bonheur que ça a été tout d'un coup de plus être seul aussi, de pouvoir échanger avec quelqu'un. J'écris, je compose des trucs à la base et après je commence à échanger avec Will et lui il apporte toutes ses idées et ça se développe. Des fois c'est de l'habillage avec des pistes d'instruments qui changent tout, hein, enfin qui donnent c'est au-delà de l'amélioration quoi. Et des fois ensemble sur des idées tout change, donc on repart quasi à zéro et on fait tout ensemble, ça c'est absolument génial. Oui, si tu me regardes, je t'aime. Ça a été décisif, mais la liberté qu'on a quand j'y repense, je regrette pas du tout mes choix en réalité. Tu vois, je me disais ouais, t'es qu'en fin de vidéo tu vas te rendre compte que t'as rempli des choix de merde. Et une fois de plus, j'ai fait beaucoup d'albums quand j'y pense, je sais plus combien j'en ai, mais il y en a beaucoup, avec beaucoup de chansons sur chaque album en plus. J'ai aucune chanson dont j'ai réellement honte, par exemple. Je suis content de ce que j'ai sorti. Il y a des albums que je préfère, que je trouve plus percutants, plus aboutis, plus travaillés, plus beaux, enfin voilà. Mais même les premiers trucs d'avant Autolargue, je veux dire, qui étaient vraiment même pas produits, enfin c'était que bon quoi. Ça me fait sourire et je peux pas dire que j'ai honte. C'est pas bien, hein. Il y a des trucs c'est pas bien. Mais dans le genre, c'est drôle et puis c'est pas pire que mille autres trucs. Enfin, et puis ça s'entend que c'est fait avec une sorte de pas de je m'en foutisme, ça c'est pas vrai, mais inconscience un peu au tout début. Donc bon. J'ai sûrement oublié de raconter plein de trucs, voilà, enfin, on me pardonnera évidemment. Donc par la suite, j'ai sorti mes disques, j'ai obtenu des trucs que j'avais pas demandé, des trucs vraiment parfois impressionnants, un peu comme pour le tout dernier album que j'ai fait avec ma chérie, donc qui s'appelle Eject, qui est sorti, ma chaîne existait déjà, et où sans avoir rien demandé, on s'est retrouvé avec 3 pleines pages dans le magazine Best, enfin complètement hallucinant, ou des trucs, des gens même à l'étranger qui m'ont remixé, qui m'ont diffusé aussi. Je suis passé dans une émission aux États-Unis. Il y a une époque, j'avais je sais plus quel morceau qui était matraqué dans un club, un nightclub à Tokyo. C'est hallucinant. Ah oui, aussi pour finir sur des petites anecdotes marrantes. Un jour où je reçois mes droits d'auteur de la SACEM. Parce que donc du coup, voilà. Par contre, donc je suis à la SACEM depuis grâce à Radio Nova. En fait, une fois que je crée des chansons, je les dépose évidemment pour les protéger avant de sortir le disque, etc. Mais bon, comme je fais jamais de promo, mais vraiment pas du tout. Et en principe, c'est assez limité les trucs SACEM tout ça quoi. C'est vraiment ça quoi. Mais c'est pas évidemment énorme. Je sais plus quelle année, mais c'était il y a pas mal de temps. Hein. Je reçois ma fiche et je vois que il y a beaucoup plus d'argent que prévu. Alors ça, calmez-vous. Hein. Je me suis pas acheté une voiture. Et je vois que j'ai été diffusé parce qu'on peut voir en fait quelle est l'œuvre. Mais je vois TF1 et je me dis what? J'ai jamais été contacté par TF1 de ma vie, mais je vois que j'ai été diffusé et plusieurs fois sur TF1. Mais personne m'en a parlé, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais comme j'ai été diffusé, je touche les droits de diffusion, enfin les droits. Donc voilà, donc TF1, ça m'a fait marrer quoi. Pour un mec, vraiment, s'il y a bien un média où je me suis dit j'y serai jamais, c'est TF1. Ah oui, un truc qui m'a fait aussi par rapport à ce mec de Label là, qui m'avait dit mais enfin, tu te rends bien compte qu'avec des tests pareils, tu passeras jamais sur RTL2. C'est que pour je sais plus quel album, il y a 2 ou 3 disques, c'était Pop Polaroid je crois. J'ai eu un magnifique article sur RTL2. RTL2 et le média RTL2 sur internet. Je me suis rappelé en fait. Je dit, c'est sur RTL2. En tout cas, aujourd'hui, voilà où on en est. Très content, très serein finalement quand même. J'assume tous mes choix parce que mes choix aussi c'était moi-même. C'est les choix qu'on fait que par contre les gens ils ont vite compris que c'était pas une façade, que je faisais pas semblant. Il y avait quand même une petite période à Paris notamment où on se disait Alexandrome, c'est le mec qui attend pas qu'on lui mette le tapis rouge quoi. C'est le mec qui dit en fait oh mais non, je ne mérite pas, je ne veux pas, laissez-moi.
mais comme merde, comment on appelle ça? Une attitude feinte. Alors que c'était tout l'inverse. Ça a mis un petit moment avant que certaines personnes réalisent que bah non, j'étais sincèrement désolé de pas être plus faire tout ce qu'il faut pour que plus de gens me connaissent. Non, parce qu'en fait au fond de moi, j'en ai rien à foutre que plus de gens me connaissent. Et même je savais en fait déjà trop par les amis, et là je parle pas de Nicolas, mais d'autres amis musiciens, que voilà, avec le fait que plus de gens te connaissent, t'as des trucs positifs qui arrivent, quoi, c'est sûr. Pour ton ego, je veux dire. Mais t'as beaucoup d'emmerdes aussi, et le revers de la médaille, il arrive assez vite. Et moi, vraiment, j'avais pas envie, j'avais vraiment pas besoin de ça, et je me disais, non, ça m'intéressait pas en fait. Donc voilà, et finalement j'ai bien fait, parce que voilà, après sur Internet, ça a évolué assez vite, entre 2000 et 2006-7, déjà, bah tu pouvais, alors maintenant ça se fait même plus en fait, mais tu pouvais avoir un site Internet de ton projet artistique. Moi c'est ce que j'avais pendant des années. Il y avait syndrome.com où il y avait 1 milliard de trucs, toutes les infos, la bio. C'était génial. Je regrette, j'ai tout jeté. Enfin, simplement, j'ai arrêté de m'abonner, de payer l'abonnement à l'hébergeur, je sais plus qui c'était. Et j'ai pas sauvegardé toutes les données, il y avait tout, c'était incroyable. Et maintenant, il n'y a plus rien. Donc, moi, j'ai profil, quoi, profil sur Spotify, bien sûr. Profil sur Facebook, profil sur Instagram, où je suis un peu plus actif, mais bon, enfin très peu. Je suis actif quand il y a une raison de l'être, donc lié à mes activités de création musicale, donc c'est modéré quand même. Mais j'ai plus de site web. Mais à une époque, voilà, c'était la mode et tout, et on pouvait même commander des CD là-dessus. Enfin, et c'était vachement bien. Et du coup, c'est vrai que j'aurais été signé, j'aurais gagné surtout des emmerdes, des compromis, des non, ce sera pas sur la pochette, non, on ne sort pas sans single, non, ou si tu dois aller faire cette tournée en première partie de cet artiste que tu peux pas saquer, mais comme tu n'es personne, tu vas le faire. Ah merde, très content. Finalement. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je pense que j'ai répondu largement au gros des questions, pardon, des réponses. Au gros des questions que j'ai pu recevoir depuis YouTube, je veux dire, liées à Syndrome. Parce que donc évidemment, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ah oui si, ça, voilà, je vais conclure là-dessus, ça va boucler la boucle. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, les gens qui me connaissaient m'ont dit super, tu vas en parler sur tous tes trucs Syndrome pour te faire tout de suite une base en fait de spectateurs quoi. Et j'ai dit, ah ben surtout pas, surtout pas. Donc quand j'ai ouvert YouTube, je l'en ai parlé nulle part. J'en ai juste parlé, je crois, un peu sur ma page privée Facebook, mais celle qui était à mon nom et qui a rien à voir avec mon profil artiste, quoi. Donc tous les fans de Syndrome, il y a une époque, même si c'est tout petit, il y en avait quand même quelques-uns. Aucun d'eux n'a pu être au courant, et aucun d'eux ne l'a été d'ailleurs. Je voyais bien, on était au courant que je faisais cette chaîne YouTube en sous-marin total, quoi. Et j'étais assez content parce que je voulais vraiment faire ça comme ça. D'abord, je me disais, si au bout de 2 mois, je me décourage, que ça c'est nul à chier, que voilà, bah je ferme la chaîne. Et puis, je voulais que les gens qui me découvrent sur YouTube, ils disent pas, ah mais c'est ce mec dont j'écoute les chansons depuis 10 ans ou je sais pas quoi, et il fait ça. Enfin non, je voulais que ce soit des gens qui disent, tiens, je le découvre, qui c'est lui. Et d'ailleurs, voilà, moi au début, j'étais très réfractaire à parler de ma musique sur ma chaîne. Pas du tout par fausse pudeur ou de conneries de ce genre, mais juste parce que pour moi ça avait rien à foutre là. Enfin, je trouvais ça déplacé de dire ouais je fais de la musique à côté. Ça faisait un peu allez écouter. Ouais, non quoi non. Et puis une fois que vraiment j'ai j'ai senti que la chaîne YouTube elle était en train de s'installer quoi à mon petit niveau, mais c'était exactement ce que je voulais. Et que j'avais des gens qui m'avaient vraiment connu par ça, quoi, et qui connaissaient, voilà, Alex de la fuite en vidéo, quoi. Là, je me suis dit, par contre, c'est ridicule de cacher. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, j'ai dit, enfin tout d'un coup, il y a un moment où j'ai dit, ouais, voilà, je fais ça, enfin, sans le mettre en avant particulièrement, quoi. Mais là, je crois que c'est vraiment la première vidéo de toute ma chaîne YouTube, par exemple, consacrée finalement un peu à ma musique. Même si vous l'aurez remarqué, si vous êtes un peu perspicace, vous n'aurez pas subi une note de ma musique. Donc par contre, voilà, ceux qui sont curieux, il y a tous les liens en description de cette vidéo. D'habitude, je mets que Bandcamp, mais là, je mettrai peut-être un ou deux autres. Mais sur Bandcamp, il y a tout ce qu'il faut, parce qu'il y a tous mes albums gratuitement disponibles à l'écoute, quoi. Il y a une partie boutique, enfin merchandising, quoi. Mais sauf erreur, tout est épuisé. Donc en fait, voilà, je fais même pas ça pour qu'on achète des trucs, parce que il y a plus rien à vendre. Mais
tout est épuisé. Parce qu'à chaque album, j'essaye toujours de faire une édition collector avec des goodies, des trucs comme ça, parce que moi j'adore ça en tant que fan. Donc, voilà, toujours ce truc de dire, moi j'aimerais écouter ce genre de musique. C'est pour ça aussi que je fais cet axe-là. Des fois les gens me disaient, pourquoi ce côté synth-pop un peu binaire, nostalgique, 80s et tout, et nocturne, un côté un peu moite, et ces textes super durs quand même s'il y a de l'humour, mais et très écrits. Surtout les textes super écrits, quoi. Et je disais, c'est tout simplement parce que c'est ce que moi j'aimerais écouter et que je connais pas de trucs de ce genre, quoi. Donc voilà. Je mettrai peut-être un lien, je sais pas si c'est toujours en ligne, mais un lien vers sans doute une des plus grosses interviews. J'ai quand même donné pas mal d'interviews forcément au fil des ans. J'en avais donné une très très longue au magazine Obscur. Elle était en ligne pendant des années, puis ils ont planté leur site, je sais pas quoi, et ils ont perdu. Enfin, du coup, tout a été à la poubelle. Donc je crois qu'on la trouve plus et j'en ai pas gardé de traces. Mais il y en a une autre que j'ai faite pour le site de pop culture Bruce Lee. Voilà, un entretien assez long où je parle de tout mon parcours, peut-être, enfin sans doute différemment de là dans cette vidéo. Donc ça, je mettrai le lien aussi. Et puis il y a des gens qui m'ont soutenu que j'ai pas pensé, je réalise à remercier. Un petit mot pour Bortek par exemple de Jadvio qui a été adorable. Et voilà, enfin c'est des gens qui sont devenus fans, mais c'est des gens que j'écoutais. Enfin moi j'écoutais Priscilla Jadvio en sautant sur mon lit quand j'étais ado. J'aurais jamais imaginé. Enfin c'est génial. Voilà, j'ai dû faire une mini coupure. Je voulais aussi faire un petit mot sur Dawn Blackbird qui donc chante sur toutes les chansons du dernier album Eject, mais pas que. Je recevais pas mal de questions pendant un moment me demandant qui est-ce, où est-ce qu'on peut écouter d'autres chansons où on l'entend, etc., etc. La réponse c'est nulle part puisque c'est une exclusivité, pour le moment en tout cas, propre à Syndrome. Dawn Blackbird, donc c'est par ailleurs l'amour de ma vie depuis plus de 15 ans maintenant, et que donc c'est une des personnes, sinon la personne, avec Will on va dire, qui me connaît le mieux artistiquement parlant, en plus du reste, et qui a suivi le projet Syndrome à partir de, je dirais, avant même, juste avant la conception de l'album Superdition. Donc voilà, ceux qui connaissent mon parcours verront que ça fait donc effectivement 15 ans, qui a subi toutes les démos, tous les doutes, absolument tout, sachant que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était en plus, c'est important de le dire je pense, quelqu'un qui n'était pas fan du tout de ce que je faisais, tout en percevant la qualité, mais principalement parce que le chant français, c'est juste pas du tout son truc à titre personnel. Donc bref, ça a changé depuis. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui en plus aime les albums de Syndrome, mais je pense que c'était assez intéressant de préciser que ça n'a pas été le cas et qu'elle a par contre agi avec une franchise, parfois une dureté salvatrice pour moi. Un rôle extrêmement important puisque bien évidemment elle était parfois contre son gré, très souvent la première personne, très souvent si ce n'est tout le temps, la première personne à subir les premières démos que je faisais avec mon complice Will. Donc, hein. Voilà, vous imaginerez la masse d'œuvres que ça représente. Plus sérieusement, donc, un soutien monumental, mais parce que justement, elle n'a pas été que cela et que ça a souvent été une force de critique dont les gens comme moi ont besoin, je pense. Parce que vivre avec quelqu'un qui est réellement fan de tout ce que tu fais, même quand c'est médiocre, c'est, je pense, potentiellement nuisible. Je vais également remercier quelques personnes. Je vais en oublier forcément 1 milliard. Je tiens quand même à dire que ça fait un peu acte de décès, mais c'est pas fini. L'aventure n'est pas terminée. Moi, je fais des breaks parfois très longs. Donc, par exemple, avant Eject, sauf erreur, j'avais rien sorti et rien composé pendant 2 ans. Je faisais, 2 ans, c'était les 2 premières années de la chaîne d'ailleurs de la fuite en vidéo. Et que depuis Eject, voilà, je n'ai rien composé à nouveau. Mais je pense que j'ai peut-être besoin de ces breaks complets. Donc voilà. Mais voilà, Syndrome n'est pas terminé, c'est pas du tout fini. C'est pas ça le truc. Mais j'avais noté quelques noms parce que même si j'en oublie énormément, il y a des gens qui ont soutenu mes conneries dès le début à divers niveaux et que j'aimerais en profiter pour leur dire merci. J'avais noté un tout petit peu, donc je vais dire oui, Maya Masboeuf, donc les fans de Daft Punk sauront très certainement qui est cette personne. Voilà, Maya Masboeuf, c'est Fadia d'ailleurs qui m'avait, c'était une amie de Fadia de Radio Nova. Fadia m'avait dit
Maya, bon, elle m'avait raconté un peu qui c'était. Je l'avais donc contacté, je lui avais envoyé des démos. C'était à l'époque de Autolarg. Et voilà, on avait échangé pendant un petit moment. Et elle a été de très précieux conseils, notamment d'ailleurs au moment où je vous en parlais tout à l'heure, j'ai été contacté par des majors. Enfin voilà. Merci également à Pascal des Furieux, les Furieux donc qui n'existent plus malheureusement, mais qui a longtemps été un repère pour tous les new wave gothiques, heavy métalleux, enfin tout de Paris et du quartier de la Bastille surtout, et qui a vraiment beaucoup diffusé Syndrome à mes tout débuts. Donc un immense merci. Également le Black Dog à Paris. Et là j'enchaîne sur l'étranger parce que j'y pense, le Vanity Club à Tokyo. Donc je crois aussi que j'en parlais tout à l'heure, qui m'a matraqué pendant un certain temps et qui m'a fait envoyer des CD au Japon. C'était assez drôle. Le club Ultralux également à Los Angeles. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais voilà, parce que j'étais diffusé également dans une boîte de nuit à Los Angeles qui s'appelait le club Ultralux. C'est dingue. Des remerciements aussi pour des DJ étrangers comme Dave Clark, DJ L, voilà, qui m'ont diffusé, qui m'ont soutenu. DJ français également comme DJ Kitty Velvet, bien sûr, DJ Lou Strummer. Et d'autres encore, je parlais de Emmanuel Hulot tout à l'heure. Enfin, c'est voilà, il y a une liste que j'ai forcément absolument pas en tête. Un merci également à Adrien Viau, qui avait, je sais pas s'il a toujours son projet AV, enfin ou Vio, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui avait découvert Syndrome, je sais plus trop comment, mais qui à l'époque présentait l'émission à la radio, m'avait immédiatement invité pour faire une interview. Voilà, enfin c'était des super souvenirs. Je voudrais aussi remercier, j'y pense, Philippe Manœuvre de Rock and Folk, parce que c'est le premier grand magazine qui m'est chroniqué, et coup de bol, c'était une chronique positive. Je vous raconte pas dans quel état j'étais quand je suis allé au kiosque choper le Rock and Folk. Rock and Folk, comme un magazine que j'ai lu religieusement tous les mois toute mon enfance. Enfin, et je savais pas du tout en plus voilà s'ils avaient aimé, donc c'était un gros soulagement à la lecture. Merci aussi à des magazines comme Élégie avec Sophie, Obscur avec Sylvain qui m'a énormément soutenu, énormément donné de place. Un remerciement également donc évidemment à Bruce et Pat Cudlin du magazine Best qui m'ont donc accordé 3 pleines pages pour la sortie de l'album Eject. Et les potes Stéphane Hervé, l'homme au meilleur pseudo du monde, You Took Into Me, qui ont réalisé en pleine nuit le clip de Une vie sans idéaux. Des souvenirs absolument géniaux et un résultat que franchement quand je regarde encore aujourd'hui, ça fait quelque chose. Et merci à tellement d'autres personnes que je n'ai pas en tête. Thierry Boucanier qui se bat depuis quelques années pour que je change d'avis et remonte sur scène. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes, je réalise, et c'est extrêmement touchant. Alors je terminais le montage de cette vidéo quand on m'a fait une suggestion que je trouvais assez intéressante, qui était de conclure en passant en revue, alors je vais faire assez rapidement, ce que j'ai pu sortir finalement à ce jour. Donc c'est parti. Le premier disque, le premier album en fait, le tout premier album que j'ai sorti donc à l'arrache en voyou par internet, comme je vous ai expliqué, qui s'appelait Crash Test. Il y avait une chanson qui s'appelait Crash Test aussi, qui était donc la toute première que j'ai composée avec du texte, voilà. Donc ça c'est totalement introuvable, voilà évidemment. Le deuxième album c'était Kamikaze. Hop. Ça c'était donc des albums avec une qualité de son, un truc balèze quoi. Neverland. Là c'était devenu un peu plus, enfin de mémoire, c'était devenu un peu mieux au niveau du mix quand même, parce que même en faisant tout seul en loose comme un quepon, il y a un moment, oui, tu t'apprends finalement un petit peu quoi. Self Service. Alors Self Service d'ailleurs c'est drôle, j'en ai pas parlé en vidéo parce que forcément, après je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs marrants dont j'ai oublié de parler parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je fais pas de fiches, tout ça. C'était sur cet album de mémoire qui avait le titre qui s'appelait Souffrir est douloureux.
Et cette chanson-là que j'avais même pas mise en avant à la sortie du disque sur le net et tout quoi. Elle est tout d'un coup devenue assez populaire pendant un petit moment parce que tout simplement sur tous leurs profils de réseaux sociaux, le mec de Stupéflip avait mis cette chanson, enfin avait en fait trouvé cette chanson et l'avait partagée. Et donc c'était alors la chanson c'était vraiment un truc, mais dans la disco de Syndrome il y a régulièrement des chansons de ce genre. À travers l'humour, je célèbre le non-sens. Souffrir et douloureux par exemple, de mémoire, il n'y avait pas réellement de couplet-refrain du tout. C'était une phrase en boucle, un peu comme un mantra qui disait souffrir serait moins douloureux si seulement ma vie savait ce qu'elle veut. Ah ouais, je crois qu'il y avait une autre phrase en alternance, mais une seule. Enfin bref, petit succès auprès des fans de Stupéflip tout d'un coup. Et sachant que j'avais pas du tout été contacté ni rien, c'est-à-dire que je l'ai appris par les fans de Stupéflip. Et voilà. Donc ça fait 4 albums, ouais, les 4 tout premiers disques, mais qui étaient donc, on pourrait dire 4 albums brouillons. Voilà. Le premier truc un peu sérieux avec label quand même, etc. C'est Autolargue, donc ça j'en ai parlé, vous l'avez vu tout à l'heure. Le EP 6 titres, en fait 5, mais avec le remix de 1977 par Lifelike. Le premier qui a été masterisé sérieusement quoi. Ensuite, le premier véritable album, c'est Superdition. Hop. Tête de chien. À l'origine, c'était My Gueule. D'ailleurs, je vous ai mis la photo à un moment dans la vidéo, la photo initiale où c'était ma tronche avec un foulard qui cachait le visage sauf les yeux. Finalement, je préfère mettre une tête de chien. Voilà. C'est le premier vrai album dont je suis vraiment fier. Encore aujourd'hui, super fier de ce disque. Et j'en ai vraiment chié par contre. C'est l'album où j'ai mis le plus de temps à le faire, quoi. Puisqu'entre Autolargue et Superdition, il s'est écoulé, c'est même plus combien d'années, mais au moins 5 ans. Et ces 5 ans à composer non-stop quasiment. Donc voilà, j'ai fait un gros tri, mais je pense que ça valait le coup. Deuxième album studio, Chute libre. Hop. Pareil, celui-là, super content, mais ça va être le cas de tous. Hein. J'ai vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aucun truc où je me dis avec le recul, j'aurais dû faire ci, faire ça. Troisième album, Pop Polaroid. Pop Polaroid, il avait cette particularité que il y avait 2 pochettes, enfin non, 4 pochettes pardon. Je vais les montrer. On pouvait choisir sa pochette, donc il y avait la pochette originale, donc avec ma gueule où on voyait mes yeux. La même avec les yeux blancs. Et celle-ci, qui est une très vieille photo que j'adore, qui est super chelou. Et une avec les jambes de mon épouse. Alarmiste, avec une pochette voilà, que j'aime beaucoup. Tellement d'ailleurs qu'on était également au dos. Que je vais pas commenter les albums parce que voilà, j'ai pas forcément pas grand chose aussi, je peux en parler des heures, mais ça n'a aucun intérêt. Blackout. Alors là d'ailleurs c'est drôle parce que Blackout c'était un clin d'œil en fait à la pochette de Superdition, sauf que là c'est la tête de ma chérie. Et au dos, hop. Voilà, je me souviens qu'il y avait des gens que ça avait dérangé. D'ailleurs il y a le logo Syndrome sur le sexe de la statue. Voilà, il en faut pas beaucoup parfois. Hein. Et un serpent qui se défend sur le CD. Excellent disque. Oh, celui-là il est excellent. Hilarant. L'avant-dernier album, Fantôme, avec une illustration dont je suis l'auteur. Je suis multitâche. Au dos, voilà, truc assez sobre. Je pense que Fantôme, avec mon complice Will, c'est comme sincèrement on aime tout ce qu'on a fait quoi, mais Fantôme c'est peut-être le truc dont on est le plus fier avec les 2 derniers, c'est bien hein, vaut mieux que ça dans ce sens là, mais bon voilà, avec à nouveau tous les textes. Et le dernier album studio, Eject, qui a la particularité donc d'avoir été enregistré intégralement, enfin c'est-à-dire tous les titres sont interprétés à 2 avec moi et ma chérie. Hop.
Voilà, on est pareil super content du résultat. Parallèlement à ça, il y a une compile qui est sortie, je sais plus en quelle année, sous forme d'un coffret en édition limitée pour justement ceux qui, parce que je recevais très souvent des messages au bout d'un moment de gens qui me réclamaient les chansons de ces 4 albums pirates, on pourrait dire, enfin voilà, voyous quoi, qui étaient très 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 durs à trouver sur le net. Et du coup, j'avais fait une sélection de morceaux de chacun de ces disques qui étaient devenus introuvables. J'en ai profité pour fouiller sur tous mes disques durs, mes machins, pour trouver des inédits des époques, de toutes les époques en fait, des inédits des époques de chaque album, et des remixes, des extended, des trucs qui n'étaient pas forcément sortis, ou qui étaient sortis mais qui étaient devenus introuvables, de tout regrouper pour sortir voilà un gros truc vraiment réservé aux fans hardcore. Donc ça a donné ce coffret voilà, qui s'appelle Chrysanthème, après c'est le jeu de mots, et qui contient 78 titres. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'était vraiment pour les fans hardcore. Sur 4 CD, 78 titres avec, voilà, comme je l'ai dit, démo, rareté, remix. Enfin, là vraiment, c'était beaucoup de boulot. Voilà, vous voyez, hop. Et il y avait même un petit livret extraordinaire, un peu, comment dire, hommage aux vieilles VHS, les trucs comme ça. Hein. Et il y avait une petite mini poster. Ça se clipse ici normalement, c'est extraordinaire. Hop. Je sais plus combien on en avait fait, mais enfin quand même pas mal. Et ça a été sold out, on a tout écoulé. J'étais super touché parce que je sais plus combien ça coûtait, mais je me disais voilà, pour moi c'était pas un geste commercialement viable et même très malin. Je faisais ça parce que je me disais ouais mais même pour moi en fait, parce que je suis tellement parfois foutraque que je me disais tu vas perdre des trucs, puis voilà, dans 10 ans tu sauras plus où c'était. Et ouais, j'avais carrément raison. Parce qu'en fait, si j'avais pas ce truc-là, bah il y a plein de trucs. Je sais. Ah ouais, en plus j'ai des disques durs qui ont cramé, enfin qui sont dead et que j'ai pas réussi à sauver en plus. Donc j'ai vraiment perdu. Voilà. Alors que là, je sais que c'est là. Et il y a des trucs ultra précieux, donc ça fait plaisir. Je vais aussi faire un tout petit entracte sur un bouquin qui était sorti en édition limitée qui s'appelait Les Pistes Noires et qui était justement une sélection de textes. C'était sorti à l'époque de Superdition. C'est pour ça que la pochette est la même que l'album que vous avez vu. Et donc c'est une sélection mais assez importante quand même. Hein. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup de textes avec. Ouais, il y en a vraiment beaucoup quand même. Le truc à l'arrière, l'index. Avec pour presque tous les textes un petit paragraphe, ouais, par exemple là, voilà, d'explication de pourquoi j'ai écrit ce texte, donc qu'est-ce que j'avais en tête quand je l'ai écrit, et parfois comment il a été perçu, enfin des trucs comme ça. Voilà, bah là par exemple, j'en parlais tout à l'heure, il y a Cocaïne et Coca-Cola, avec un petit explicatif, enfin bref. Et ça aussi, ça a été épuisé super vite, et je crois 2 ans plus tard, on l'a réédité. Voilà, donc ça c'est le même en fait, hein, c'est exactement la même chose que ça. Donc ça c'est la première édition, ça c'est la deuxième édition. Voilà, épuisé aussi à ce jour. Donc j'avais fait ça, je trouvais que c'était sympa. Et là, là c'est vraiment la conclusion. Ça, ce sera fini. Les trucs que j'ai fait, mais c'est pas de moi. Voilà, donc des compiles, des trucs d'autres artistes. La première compilation sur laquelle j'ai figuré, Access Lab. Une compilation du forum de Montpellier Access Code, qui était géré par Dom à l'époque, et donc que j'ai découvert sur les recommandations enthousiastes de Aymeric Ponsard, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est sur ce site que voilà, j'ai fait la connaissance de plein d'artistes, de gens parfois très cool comme Sylvicious, de Tantrum, de gens un peu plus mitigés comme Punish Yourself par exemple. Donc je voulais préciser que là-dessus, donc c'est un inédit que j'avais composé en collaboration avec Aymeric Ponsard. On s'était éclaté, c'était génial. Et qui n'est trouvable que sur cette compile d'ailleurs. C'est vraiment un vrai inédit total. Le premier album du groupe Glow avec Anton D'accord, que j'avais d'ailleurs de mémoire également découvert par Nicolas. Il était dans ce groupe Glow à l'époque et il m'a demandé de faire un remix, enfin pas qu'à moi. Hein. Et j'avais fait un remix. Je l'avais trouvé suffisamment cool pour le sélectionner et le mettre en bonus de leur
de leur album. J'étais vachement touché parce que je faisais très peu de remix, même si j'avais à l'époque pas mal de propositions de potes ou de groupes comme ça, mais pour moi remixer c'est un exercice très particulier et il y a des gens qui sont très bons pour créer des chansons, mais qui sont pas forcément très bons pour manipuler les chansons d'autrui. On m'a toujours été très humble sur les remixes parce que voilà, c'est très très particulier comme exercice de style, mais moi je suis assez conscient de mes limites quand même. Ensuite, il y a eu la compilation Mark 13. Alors ça, c'est sans doute la compilation la plus enfin, c'est ce qui me touche le plus parce que mais voilà, il y avait Terence Fixmer, il y avait des hackers évidemment, voilà, donc Syndrome, ça me faisait faisait drôle d'être avec des noms, enfin j'ai cité ceux-là, mais il y a pas mal de gros noms là-dessus, quoi, et je suis là-dessus. C'était ouf. Après, c'était aussi émotionnel, ça me faisait super plaisir parce que Mark 13, voilà, si vous avez regardé la vidéo, voilà, c'est des gens qui m'ont vraiment manifesté beaucoup d'affection et avec des preuves d'affection, etc. Et c'est précieux, quoi. Alors ça, Résurrection, très belle pochette d'ailleurs avec un effet, mais je sais pas si vous verrez à la caméra, d'impression absolument magnifique. Chez Unknown Pleasure Records, un label absolument génial. C'est un projet avec que des remixes d'artistes par d'autres artistes et dessus il y avait ma chanson Je prends tous les avions qui s'écrasent remixée. Ensuite, alors je les ai pas toutes hein, parce que je réalise qu'il y a des compiles où je figure et que j'ai jamais reçu. Comme je demande jamais rien, des fois on m'envoie pas. Enfin bref, peu importe. Ça a une compile qui s'appelle Made in France et qui est pareil super belle parce que c'est le même label. Voilà, un boulot assez cool. D'ailleurs, je suis avec des artistes absolument géniaux. Il y a Blind Delon que j'aime beaucoup. J'ai mes potes de Dead Sexy, c'est excellent. Et beaucoup d'autres. Hein. Vous voyez la liste, il y a énormément d'artistes. Là-dessus, c'est intéressant parce que le concept, c'était donc des groupes de cold wave français, enfin scène un peu underground, tout ça, new wave aussi, qui reprennent des très grands artistes, donc des trucs un peu classiques, voilà, mais à leur façon. Le patron du label me contacte et me propose, me demande si je serais intéressé pour reprendre un classique d'un grand artiste pour ce projet de compilation. Et je dis ouais, mais alors je crois qu'il a déjà en tête Bashung, enfin il pense à Bashung, Gainsbourg, des trucs un peu évidents quand on connaît Syndrome. On se dit ça, c'est son terrain de jeu un peu, enfin dans les ambiances, il va pas avoir de mal à se l'approprier quoi. Et moi j'ai demandé, j'ai mis 2 conditions, mais enfin c'est pas des chantages. J'ai dit j'aimerais faire une reprise un peu plus audacieuse, donc par rapport à mon registre vocal. L'ambiance de mon projet Syndrome qui est très quand même dark, hein, clairement. Je pense que ce qui me plairait le plus, c'est de reprendre Paul Naref, une idole de mon enfance en plus, enfin de mon adolescence, et de pas reprendre un classique, ne pas faire un truc trop évident de Paul Naref. J'ai dit voilà, j'aimerais choisir une chanson de Paul Naref qui est jamais sortie en single, dont personne parle jamais, et voilà. Et il m'a dit oui. Alors franchement, c'était cool parce que commercialement parlant, c'est moins intéressant pour eux hein, évidemment, mais voilà, sachant que la plupart des autres artistes avaient quand même choisi des trucs assez connus de chanteurs et chanteuses, groupes, etc. Bon, voilà, moi j'étais le petit une fois de plus le mec qui sort du lot, comment on appelle ça, le vilain petit canard ou le mouton à 5 pattes, mouton noir, non, je ne sais plus. Donc bref, on me dit oui et tout et je choisis la chanson Graffiti de Michel Polnareff, extraite de l'album Incognito, une chanson qui n'est jamais sortie en single et que personne connaît quasiment, enfin par les gros fans. Et une chanson en plus qui est un peu comme une comptine, mais un peu, enfin dans laquelle j'ai toujours perçu une forme de tristesse. Et voilà, bref. Donc je me suis dit, là je peux en faire un truc vraiment différent dans la tonalité, l'intention, etc. Ça peut être top. Et je me lance là-dedans avec mon complice Will. Assez vite on est content, et puis je me souviens d'une nuit où j'ai des idées d'ajouts mélodiques, d'envolées de violon, de trucs, enfin, et je me lâche en sachant que j'ai pas le droit, enfin normalement les musiciens le sauront, mais on peut reprendre une chanson en fait, dès lors qu'on respecte sa structure. Si on modifie au-delà de je sais plus quoi ce qu'elle est, dans son état initial, il nous faut l'autorisation de l'auteur, compositeur également. Donc moi, à un moment je me dis... là, mec, t'es en train de composer des mélodies que tu intègres à une chanson qui est pas de toi, quoi. Bon. Et en plus, c'est pour une vraie sortie. C'est pour une vraie sortie. C'est pas un petit truc que tu lâches sur le net, quoi.
Et je réalise qu'il va me falloir donc l'autorisation de l'auteur, et l'auteur c'est Polnareff lui-même. Donc je continue, et à cette époque-là je discutais de temps en temps avec Michel, mais c'était voilà, c'est pas lié à des trucs de musique particuliers, même s'il avait enfin il m'avait souvent fait de la pub, hein, je le dis quand même parce que j'en ai pas parlé, voilà, je savais que je ferais des oublis. Mais Polnareff, et j'ai plein de captures écran parce qu'au début j'étais tellement oh mon dieu, là par contre j'étais en mode oh mon dieu quoi. Tellement de fois où il a posté mes morceaux sur ses profils, sur ses trucs perso quoi. J'hallucinais et voilà. Enfin moi j'ai souvent dit à ce degré de célébrité, Polnareff c'est le mec le plus cool, mais cool vraiment au sens le plus naturel machin. Avec Nicolas, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai lié peu de liens avec peu d'artistes quoi. Je suis pas vraiment cherché non plus à le faire. Mais ces deux personnes que j'aime aujourd'hui énormément artistiquement, je les aime encore plus humainement. Enfin, voilà, bon, Nicolas c'est sûr, mais Michel, j'ai vraiment découvert un mec incroyable humainement, et enfin voilà, c'est une très très belle surprise parce que ça arrive plein de fois de rencontrer des gens qu'on a admirés artistiquement, et humainement on est déçu, et c'est pas grave, tant pis. Enfin, personne n'est parfait. Mais c'est pas tous les jours que t'as une belle surprise aussi à ce niveau-là. Donc bref, je le contacte, et je ne sais plus comment j'ai tourné ça, mais je l'ai joué vraiment humble parce que la démarche était très culottée, très pas prétentieuse, mais ça aurait pu passer pour prétentieux quand même. Donc je dis voilà, je me suis autorisé à partir dans un délire et tout. J'ai bien conscience que ça modifie complètement la chanson, et que donc d'abord factuellement j'ai besoin de votre autorisation quoi, d'un aval, et après artistiquement et en tant que fan et tout, ma démarche elle est noble. Donc si en plus Michel me répondait j'aime pas du tout, enfin genre je suis désolé mais ça me plaît pas du tout, etc., bah je le sors pas quoi. Et d'ailleurs je crois que j'en avais parlé avec Pedro qui était donc le boss de Unknown Pleasure Records. Je lui avais dit je vais faire écouter à Michel, et si Michel valide, je te fais livraison du morceau quoi. Donc je bosse comme un taré avec Will pour faire un truc quand même béton, mixé, masterisé. Là par contre ça rigole plus du tout. Enfin, ça fait des années que niveau son ça rigole plus, mais là vraiment on se fait chier. Et je l'envoie à Polnareff, et dès le lendemain en fait il me répond et il me dit go, enfin il valide tout quoi. Et non seulement il valide tout, mais il me dit genre chapeau, c'est vraiment c'est en balèze et tout quoi. Donc un petit bouffon qui sait même pas jouer de la guitare quoi. Voilà, arriver à entendre ça dans sa vie, j'aurais pas forcément parié. Et donc je livre le truc, et l'album sort. J'annonce moi l'album sur mes profils, et je tag Polnareff parce que voilà, c'est une reprise de lui quoi. Et une demi-heure plus tard, il avait sélectionné ma reprise de sa chanson, et il l'avait posté sur son Twitter, sur son Facebook, enfin, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Plus qu'un, là, c'était vraiment un tampon, t'as le sceau du boss, quoi, qui dit, moi j'aime. Ah là là, c'était génial. Ça, je crois que c'est la dernière compile, ah non, il y en a eu une autre qui est italienne, mais je sais pas où est le CD, parce qu'ils m'ont envoyé un CD aussi, qui est une compile Cold Wave, et où ils ont, je crois pas que c'est un inédit, mais c'est une version alternative de je sais plus quel titre, de Syndrome bien sûr. Cette Geist numéro 2, ouais, c'est le volume 2, une magnifique compile d'un label allemand que j'adore qui s'appelle Cold Transmission, qui font des trucs mais ultra beaux aussi, voilà, comme ça. Donc ça c'est évidemment sur le net, mais c'est également en physique, en sortie physique, etc. Pas mal d'artistes internationaux, là il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup d'artistes, je sais pas si vous voyez le track listing, mais il est assez riche. Donc là on a vraiment des artistes de tous les pays, c'est assez génial. Et il m'avait demandé un inédit. Et comme c'était juste après la sortie de l'album Eject, avec ma chérie, on était encore dans le rythme de création, de trucs comme ça, et moi je lui ai proposé un inédit total, c'est-à-dire que avec Will et ma chérie, on recompose, on livre une nouvelle chanson, quoi, tout simplement. Donc on a fait Suicide Watch, qui est exclusivement trouvable sur cette compile allemande. Et c'est tout ce que j'ai, je crois, sur la main, mais bon, là, ça fait déjà putain, la durée de cette vidéo. Ça va être quelque chose. Je crois que j'ai fait le tour des trucs, en tout cas les trucs les plus importants. Je vous remercie si vous avez tenu bon jusqu'ici, surtout si vous n'êtes pas passionné par Syndrome. Mais voilà, je pense que c'est un parcours
atypique, enfin qui sans doute laissera perplexe certaines personnes, mais c'est ma personnalité. Je suis très heureux d'avoir fait comme j'ai fait finalement. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos qui n'auront rien à voir.